Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Hémisphère, le carrefour des explorateurs et des exploratrices de l'imaginaire. Bienvenue, en ce beau mois de juin, l'été est là, l'été est chaud, et ça tombe bien puisqu'on va parler d'un film ô combien hot. Déjà bonjour Karel. Je suis hot, oui. Oui, écoute, très content de parler de cette œuvre, de ce grand œuvre, aujourd'hui avec toi. Alors, on enregistre au mois de juin, il est hautement probable que l'épisode sorte en juillet. Oui, on est le 30, hein. Voilà, on fait une Street Fighter 5, voilà, c'est-à-dire c'est bon, la mise à jour, elle sort le 30, c'est bon, tout va bien. Ouais. Non, là on enregistre le 30, ce serait cavalier d'imaginer qu'on vous sorte ça demain matin. 1er juillet, quoique ça se tente, mais bon, je veux pas t'empêcher, on va pas se tuer non plus. Mais voilà, non, beaucoup de plaisir, un mois qui a été très rempli, avec un taf à la clé en plus, donc pas mal de belles nouvelles. Un été riche en péripéties qui s'annonce de mon côté, et de ton côté peut-être aussi, je ne sais pas. Oh un été, oui, je travaille jusqu'au 18 juillet, après c'est les vacances. Et on peut dire qu'il sera bien rempli, au moins en tout cas pour ce qui est d'une de nos passions communes, qui est le jeu vidéo. Puisque là, la période, j'imagine que parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y a aussi pas mal de joueurs et de joueuses. Et il faut reconnaître que là, cette année, en termes de jeux vidéo, même en étant à temps plein, si je puis dire, sur le truc, je pense que c'est difficile à suivre. Et pourtant, Dieu sait que j'essaie de me dégager pas mal de temps pour jouer, mais il en faudrait toujours plus. Donc bref, tuons quand même le suspense maintenant, puisqu'on n'a même pas évoqué le titre de l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'un film français de 1973, qui s'appelle donc Le Magnifique, de Philippe de Broca. Et c'est parti, maintenant, après quand même un petit rappel, j'y pense cette fois, heureusement que j'y pense maintenant. Des réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Discord, en tout cas rejoindre notre serveur. Vous pouvez également mettre les étoiles, ça c'est hyper important pour nous, parce que là on en est à un peu plus de 10 épisodes, mais le podcast a toujours besoin de force et d'élan, donc si vous pouvez aller mettre des petits 5 étoiles sur iTunes et sur Spotify, ça sera vraiment très cool. C'est parti donc pour Le Magnifique de Philippe de Broca. Alors, Le Magnifique, choix étonnant, puisque je crois que c'est la première fois qu'on aborde un film français, en plus qui date pas d'hier non plus. Donc, écoute, comme c'est toi, Karel, qui a choisi le sujet, je te propose de nous expliquer pourquoi ce choix et en quoi c'est un film intéressant. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui qui mérite qu'on s'y attarde ? Alors, énormément de choses, mais donc de manière plus concentrée, de manière plus concise. Pour moi, c'est un film extrêmement important à plusieurs niveaux, parce que l'enjeu principal, pour moi, c'est à l'échelle du podcast, montrer que la culture populaire actuelle doit quand même beaucoup aux cultures populaires qui l'ont précédée. Et en l'occurrence, le cinéma populaire français est quelque chose qu'on sous-estime énormément. C'est quelque chose que moi-même j'ai sous-estimé énormément pendant des années, au travers notamment en tant que capitaine du navire Hyperlink. C'est des mers que j'ai pas trop pris le temps de naviguer. Et puis, à l'occasion d'un burn-out, voilà, je me suis dit pourquoi pas se faire une cure d'imaginaire, arrêter de chercher refuge dans des univers fantastiques ou des univers de SF, et plutôt revenir à des films, un cinéma du réel. Et c'était pile le moment où sur Netflix ils proposaient énormément de films français, des Truffaut, des Godard, du Chabrol, du Sautet. Et des Tavernier. Et des Tavernier aussi, bien sûr. Que tu m'as fait redécouvrir il y a quelques temps. Donc Exactement. Et toute une rétrospective sur Belmondo également. Et donc je me suis fait tous les Belmondo qui étaient sur Netflix à ce moment-là. Et Le Magnifique, ça a été une espèce d'uppercut, vraiment. Je dis pas ça parce que Belmondo était boxeur, mais vraiment c'est un film, je trouve, matriciel à plein de niveaux, qui concentre énormément de questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur la place de la fiction dans nos vies et dans la façon qu'on a tout simplement de penser notre rapport au monde. Et puis de manière générale, c'est aussi pour notre public peut-être geek qui nous écoute,
l'occasion de découvrir une figure originelle de tout l'imaginaire qu'on a en commun, parce que Belmondo, ça reste quand même une figure qui pèse énormément, qui s'inscrit en amont d'Indiana Jones, de Castlevania avec la famille Belmont, également Cobra, Lupin the Third, Nathan Drake aussi, ou même d'autres acteurs comme Jackie Chan et Tom Cruise. Donc voilà, ce sont vraiment... Belmondo, ça reste quand même une pierre angulaire là-dessus, et qu'on sous-estime un peu trop, qu'on associe peut-être un peu trop, justement, comment dire, au canapé de Michel Drucker, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là. C'est Voilà, tellement non, mais triste pour lui si des gens l'imaginent comme ça. bah oui, mais en même temps, tu vois, je veux dire, c'est sa génération, donc c'est pas complètement, Oui, c'est tout à pas, fait, c'est pas ouais. faux, tu Bah, vois. pour être Mais honnête, moi je le voyais un peu comme ça avant de le redécouvrir. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, le temps ayant fait son ouvrage, j'ai très peu vu de Belmondo étant gamin, de films avec lui, et donc voilà, j'ai redécouvert avec Le Magnifique et quelques autres que j'ai découverts pour ce podcast. Et en réalité, c'est voilà, en s'intéressant de façon un peu plus poussée et avec un petit peu moins d'idées reçues sur le personnage, comme tu l'as dit, j'aurais pas mieux dit que toi, mais voilà, c'est matriciel à plein de niveaux, et surtout, c'est pas tout à fait comme je me l'imaginais, c'est-à-dire que c'est pas des films qui ringardent, c'est pas des films archaïques, ni des films, comment dire, qui ont vieilli, en fait, de façon un peu prosaïque. C'est pas des films qui ont vieilli, pour moi, notamment Le Magnifique, qui est probablement un des meilleurs de cette époque-là. C'est un film qui est hyper pertinent aujourd'hui et à plein de niveaux, aussi bien pour les inspirations qu'il a eues, qu'il a infusées ensuite, que pour le film en lui-même, qui reste extrêmement riche thématiquement, évidemment en termes de mise en scène, en termes d'humour, en termes de figures, même en termes d'icônes. Et vous savez qu'on aime bien s'intéresser à tout ce qui est symbolique dans cette émission. Donc là, on a de quoi se servir. Et même, tu faisais le parallèle avec Tom Cruise. En m'intéressant un peu plus à Belmondo, je me suis rendu compte qu'il y avait des parallèles même en termes de carrière entre les deux, puisque à partir d'un certain moment dans sa vie, il a commencé à vouloir cultiver son image, devenir co-créateur des films, producteur, avoir vraiment un rôle de limite. Enfin, j'ai carrément appris que dans les films où il jouait à partir des années 70, 75 et ensuite 80, son nom était plus gros que le titre du film. complètement. Tu vois, le truc est ouf. Le Hideo Kojima français. Sur cet aspect-là un peu mégalo, il y a de quoi en même temps, hein, pour le coup. Mais oui, on peut faire le parallèle, ouais. Yes. Enfin voilà, donc du coup un film précieux qui, je l'espère, pourra constituer un tremplin pour nos auditeurs et auditrices pour découvrir toute une facette du cinéma français qu'on a tendance à un peu trop vite disqualifier aujourd'hui, mais qui garde toute sa pertinence et qui gagne aussi à être découvert par notre génération avec nos yeux à nous. Là je dis ça comme ça, c'est-à-dire recontextualisé, mais avec quand même le recul des années. Et c'est un travail qu'on va aussi faire sur cet épisode, car Le Magnifique est un film sur le fantasme, par exemple, et les fantasmes des boomers, génération à laquelle appartient Belmondo, et appartenance qu'il revendique, même dans son autobiographie que j'ai lue pour cet épisode. Comment dire, les fantasmes des boomers sont pas forcément les mêmes que les nôtres, et la façon de se projeter dans l'avenir n'était pas exactement la même non plus. Et puis s'inscrivent aussi dans une vision de la société, une vision globale des rapports entre les genres, des rapports entre les individus, qui sont quand même assez différents de ce qu'on conçoit nous aujourd'hui. Là, je suis en train de griller nos cartouches pour la troisième partie du podcast, mais non, mais voilà. Voilà. Ça pose un peu les pistes qu'on va développer après. Donc voilà, comme d'habitude, on va avoir un découpage en trois grandes parties, parce qu'on reste quand même... on est des pirates, mais on reste un petit peu scolaire là-dessus. Mais grosso modo, voilà, on est matrixé, mon cher Karel. On est matrixé, donc partie 1, ce sera Matrix, partie 2, ce sera Matrix Reloaded. Excellent. Bah oui. Pardon. On est là-dessus. Donc, voilà. Donc bref, toi déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que... Enfin, tu as déjà livré un petit peu ton ressenti, mais globalement, voilà, c'est quoi ton ressenti brut face à la découverte de ce film ? Honnêtement, j'y suis allé un peu en traînant les pieds, et je préfère être honnête avec tout le monde. J'avais pas vraiment envie de le voir, ce film, même si tu me disais c'est génial. Bon, j'avais quand même une petite lumière qui me disait mais si Karel le conseille, il y a peut-être quand même des trucs. Et en fait, j'ai adoré quasiment du début à la fin.
quelques petites réserves sur des moments, voilà, des questions de rythme dans le récit, mais c'est tellement peu face au génie de l'humour, le plaisir que j'ai eu aussi à repérer tout ce qui a été ensuite repris dans des films que je connais mieux, par exemple les OSS 117, des films qui sont vraiment des parodies d'espionnage un peu plus assumées, comme les Austin Powers, même dans Docteur Folamour, des trucs comme ça, tu vois. Last Action Hero, évidemment, qui a été carrément mis en parallèle avec le Magnifique. Donc voilà, je me suis amusé à faire ce petit jeu de piste, de retrouver les influences, et puis juste le film en lui-même. Au départ, je me disais, ah là là, qu'est-ce qu'on va se marrer. Et puis, il y a un moment dans le récit, je pense qu'on peut se dire qu'on va commencer à spoiler, et que voilà, les gens qui n'ont pas encore vu le film, on vous conseille chaleureusement d'aller le voir, mais il y a un moment dans le film où, assez vite en fait, bon, ça part sur un truc d'espionnage très fantasque, très caricatural, et t'as une femme de ménage qui passe comme ça avec son aspirateur sur la plage, qui aspire le sable, et bon, j'étais là en mode, ok, donc le truc est en train de partir en mode absurde total, et là c'est le twist du film que moi je ne connaissais pas du tout, je n'avais même pas le pitch en fait en tête. On se rend compte que depuis le début on était dans la psyché d'un auteur de romans d'espionnage populaire, façon SAS, façon OSS 117, qui s'appelle François Merlin, exactement, et qui se projetait dans la peau de son héros, Bob Sinclair, qui a un nom qui parlera à notre génération, mais pour le DJ qui s'est approprié le nom, en fait, puisque le DJ a carrément repris le nom du perso du film. Oh là là, l'enchaînement. Voilà. Et donc voilà, et en fait, là je me dis, mais ah ouais, d'accord, c'est ça le truc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment une idée, et le truc est vraiment brillant. Et puis le film, globalement, il déroule son idée de façon assez conséquente et assez pertinente, avec quelques petits soucis de rythme, je trouve quand même, notamment toute la partie un peu romance. Je trouve que sur le papier, elle est intéressante, mais dans les faits... Bon, peut-être que c'est aussi les codes de l'époque qui font que j'ai un peu plus de mal à me projeter dedans, j'ai un peu du mal à y croire en fait, à cette histoire, à cette étudiante qu'on dirait sortie de Top Miss France, tu vois, c'est un peu bon. Mais bon, après c'est des petits détails, c'est des trucs qu'il faut appréhender quand on voit un film de ces années-là, et ça m'a pas non plus gêné pour kiffer le ride, et j'ai adoré l'humour en fait. C'est vraiment le truc que je retiens, c'est un pur divertissement, une parodie qui est en même temps profonde thématiquement, qui est un excellent film d'action en fait, parce que il s'approprie des codes, notamment des films d'espionnage à la James Bond, pour s'en moquer, mais s'en moquer gentiment, avec bienveillance, tout en les exécutant de façon tout à fait remarquable en fait. C'est ça qui est brillant, tu vois, c'est que le truc se contente pas de faire de la parodie un peu à quatre sous, ou juste t'es là pour rigoler. Non, le truc parodie, mais le fait bien. Et ça m'a vachement impressionné, même en termes de cascade, évidemment, les séquences de baston et tout. Tu sens qu'on est dans le film un peu parodique, mais c'est bien fait. Et ça, c'est un truc précieux. Et ça m'a fait penser, je termine là-dessus sur mon ressenti, que putain, en fait, on n'en a plus des films comme ça aujourd'hui en France. Des films qui sont à la fois extrêmement populaires, puisque à l'époque, Le Magnifique a plutôt bien marché. C'était genre le 5e meilleur film en termes de succès au box-office de l'année, tu vois, en 73 en France. Qui sont à la fois des purs divertissements grand public et familiaux, avec une superstar qui a un charisme de ouf comme Belmondo, et qui sont en même temps des films qui méritent qu'on s'y intéresse en profondeur, qui ont des choses intéressantes à dire, à la fois thématiquement, mais aussi avec le recul sur leur époque. Je me dis, il y en a plus beaucoup, quoi, des films comme ça. J'en vois pas, en fait. À ce niveau-là, j'en vois pas. Alors peut-être c'est mon inculture du cinéma français qui parle, mais bon, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu de ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y a les trucs grand public et les films d'auteur, et qu'on n'arrive plus à faire la synthèse, quoi. Bah, tu vois, là-dessus, je rebondirais. Il y a 2 exceptions qui me viennent en tête. La première, c'était la tentative, je dis bien la tentative, hein, pas le résultat, de Philippe Lachaud avec Nicky Larson. Il a essayé de faire un truc qui réconcilie la comédie potache avec des scènes d'action que je qualifierais peut-être pas d'expérimental, mais il y a des jeux de caméra, il y a des storyboards intéressants, notamment un passage un peu à la Time and Tide où tu suis une balle qui sort d'un flingue et qui tourne et avec un ralenti complètement fou. Enfin, il y avait des idées.
Mais bon, faut voir la gueule du résultat, quoi. Et sinon, je dirais que ce qui s'en rapproche le plus, c'est les folles aventures de Max et Léon, ou la folle histoire de Max et Léon, j'ai plus le titre exact, du Palmacho. Ouais, c'est ça. Palmacho, du Palmacho, film d'aventure qui, pour le coup, marche plutôt bien. Ouais, mais qui est globalement. beaucoup plus dans le. Qui est vraiment un film d'humour. Enfin, comment dire. Je l'ai plutôt apprécié, hein, mais j'y trouve pas la même profondeur thématique que dans Le Magnifique. Oui, il y a Tu plus vois. de distance, vis-à-vis de son propre sujet. Enfin, c'est pas des Ouais. films totalement premier degré en fait. Et c'est un truc peut-être dont on va parler plus tard dans le numéro, mais c'est justement la façon dont ce film particulièrement réussit à t'inviter à prendre de la distance sur son histoire, tout en l'embrassant avec un premier degré hyper honnête et hyper sincère, et sans jamais oublier de traiter ses personnages. Et peut-être pour les gens qui se disent Osef des spoilers, on va peut-être faire un pitch rapide pour Oui, quand recontextualiser même, un peu tout ce dont on effectivement. va parler. Merci, Karel. Je peux le faire si tu veux, hein, Oui, ça oui, va aller oui, assez bah vite. vas-y. En gros, on suit François Merlin, qui est un écrivain voilà, de romans de gare. Hein, tu l'as dit, SAS, OSS 117, etc. Le parallèle avec SAS me semble plus pertinent. Mhm. Et qui, en fait, aime pas du tout ce qu'il écrit, mais ça marche, il en a besoin pour vivre. Et donc, c'est des romans de gare. On suit les aventures d'un super agent secret qui s'appelle Bob Sinclair, et qui, en gros, est une sorte de pastiche de James Bond qui trucide tous les méchants dans sa belle bagnole, tout en n'oubliant jamais de serrer la belle pépée du coin. Et il combat une sorte de parodie du général Ulrich de Blake et Mortimer qui s'appelle Karpov, qui est absolument Extraordinaire ridicule. personnage. Ouais, en fait, il a un costume de néo-nazi et il a des espadrilles. Enfin, c'est un truc complètement Et il a un accent, absurde. enfin, je crois que l'acteur est italien, enfin bref. Ouais, Vittorio Caprioli, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, le film va nous montrer justement le tiraillement de cet écrivain entre ce roman qu'il n'arrive pas à écrire et en même temps qu'il doit rendre dans une semaine. Et en fait, sa situation dans sa vie réelle, voilà, il est un petit peu en bout de course. Quand l'amour de la fiction ne lui permet plus, ne peut plus lui servir de rempart pour supporter la vie, voilà, il va se poser beaucoup de questions autour de ce que ça signifie d'écrire et de la place qu'occupe sa fiction dans sa vie, quoi. Et qu'est-ce qu'il est, du coup, il va commencer à prendre des éléments de sa vie autour de lui et à les insérer dans ses romans, dans son roman, pour, comment dire, un peu se venger de ce réel qu'il n'arrive pas à contrôler, quoi. Ouais, tout à fait. Pour moi, il y a un truc saillant quand même dans le film. C'est, on l'a un peu évoqué déjà, hein, mais c'est Belmondo. Belmondo, il crève l'écran. C'est quand même un monument du cinéma français. Quelle est la place pour toi de ce film-là dans sa carrière? Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même tendance, en ayant écouté beaucoup de Negro, puisque l'acteur est mort il y a 2-3 ans, on a tendance à résumer sa carrière à deux espèces de moments. La période arty, où il a bossé avec Godard, avec la Nouvelle Vague, etc., où c'était vraiment l'acteur montant qui se faisait un petit peu ses armes sur du cinéma d'auteur qui révolutionnait les codes. Et ensuite, la superstar à la Tom Cruise, qui a cultivé son image de homme à tout faire, à la fois théâtre, mais en même temps cascade, en même temps un physique, effectivement, et même une gueule hyper singulière. Et ces deux parties étant vraiment séparées comme une espèce de truc hermétique, tu vois. Quelle est la place du Magnifique? Parce que j'ai l'impression que le Magnifique est un petit peu entre les deux, non? C'est le pivot, en fait. C'est clairement le film pivot dans sa carrière. C'est en même temps, je pense, le climax de tout ce que peut être Belmondo à l'écran. Ça veut pas dire que c'est son meilleur rôle. Pour moi, il y a des rôles nettement plus intéressants. Enfin, moi, je préfère largement ce qu'il donne dans, par exemple, Léon Morin, Prêtre, ou Le corps de mon ennemi, par exemple, qui sont des rôles peut-être plus dramatiques. Mais en tout cas, c'est le pinacle de ses rôles comiques. C'est-à-dire que il sort de la décennie 60, qui a été clairement sa décennie dorée, où il enchaîne effectivement avec tous les plus grands. C'est la décennie où comment dire, il joue avec Jean Gabin, qui la Saint-Jean double hiver, ouais. dans Saint-Jean hiver, et justement, il lui dit dans le film, tu es mes 20 ans.
Donc c'est quoi le plus beau compliment Ouais, qu'on puisse faire à un acteur à ce moment-là J'en qui ai parlé débute. avec mes parents, il était clairement vu comme le successeur de Gabin, hein. Enfin, en termes de poids dans le cinéma français, et même dans le paysage culturel global, l'imaginaire des gens, c'était le Gabin, quoi, le nouveau Gabin. Et c'est un truc après quoi Depardieu n'a pas arrêté de courir en refaisant Les Misérables, en refaisant machin, mais le vrai Gabin 2.0, c'est clairement Bébel. Mais avant d'être Bébel, justement, comme tu l'as dit, il a pas mal joué avec Chabrol, avec Sautet, avec Godard, et en fait avec Verneuil aussi, pour 100 000 $ au soleil, etc. Mais en fait, il va y avoir un vrai tournant avec Borsalino en 70. C'est un film où il va jouer avec Alain Delon. Et en fait, où il va y avoir une bisbille avec Delon, parce que Delon était producteur sur le film, et du coup, il a réussi à obtenir son nom 2 fois sur l'affiche, contrairement à Belmondo qui n'avait son nom qu'une seule fois. Il y a les trucs d'ego qui commençaient. Voilà, le truc d'ego qui arrive assez rapidement. Et gros, finalement, Belmondo obtient gain de cause. Mais c'est à la suite de cet épisode-là qu'il va créer Cerrito Film en 71. Cerrito qui est le nom de sa grand-mère paternelle, si je dis pas de bêtises, parce que il descend d'une famille d'émigrés, de forgerons émigrés de Sicile installés en Algérie. Et donc il va placer son frère Alain Belmondo à la tête de cette maison de production, et c'est ce qui fait qu'à partir de là, en fait, Belmondo va être, selon les termes de Philippe de Broca dans le commentaire audio du Magnifique, il sera un petit peu chez lui sur le plateau. Il va systématiquement avoir une place à côté de la caméra, et en fait il va commencer à devenir un peu contrôle fric et à vouloir se servir des films plus que ne servir les films en tant que comédien, quoi. Ouais, c'est marrant. C'est à partir de là qu'il va devenir producteur de ses propres films, que le nom Belmondo va être plus gros que le nom des films sur les affiches à partir de Peur sur la ville. Et en fait, le Magnifique, voilà, c'est clairement un moment de bascule dans son cinéma où, et c'est pas anodin que ce film soit aussi un film méta. C'est un moment où, voilà, le Belmondo comédien casse le cadre pour devenir un Belmondo qui dépasse la caméra, qui s'approprie complètement le truc. Et pour le meilleur, parce qu'on va avoir des films extraordinaires derrière, comme Peur sur la ville par exemple, comme Le corps de mon ennemi aussi, mais aussi pour le pire, avec des films comme, je vais citer l'autre de Philippe de Broca qui s'appelle L'Incorrigible, mais également Les Morphalous, des films comme ça qui sont peut-être un peu moins bons. Ou même Stavisky, qui est un caprice de sa part et qui a été l'une de ses plus grosses contre-performances dans sa carrière, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça m'a fait penser à ce que disait Hazanavicius, donc le réalisateur des OSS 117, qui a aussi fait un film sur Godard, donc comme quoi tout se boucle. Lors de la mort de Jean-Paul Belmondo, il disait que justement, non seulement pour lui, le Magnifique, en parlant spécifiquement du film, a créé des vocations, dont la sienne, et que Belmondo était co-créateur des films dans lesquels il jouait, quoi. Donc comme tu disais, il se mettait pas forcément au service du film, mais il prenait le film comme un tremplin pour lui-même. Comme tu l'as dit, c'est pas forcément une critique, dans le sens où il y a des très belles choses, le Magnifique en fait partie, et Hazanavicius allait même jusqu'à dire qu'il le voyait comme co-créateur de la nouvelle vague avec les films de Godard en particulier, puisque il a vraiment insufflé quelque chose dans le paysage des acteurs de l'époque. Et c'est vrai que moi je connaissais assez peu, et je dois reconnaître que même encore aujourd'hui le charme opère, et c'est assez ouf. C'est assez ouf de ce point de vue, quoi. Passons peut-être... Pardon, excuse-moi, tu voulais ajouter ? C'est pas uniquement... Oh non, j'allais dire que c'est pas uniquement un film de Belmondo, parce qu'il y a quand même un réalisateur derrière la caméra. Exactement, j'allais y venir. C'est ce que j'allais très dire. Bien, voilà, excuse-moi, je t'ai grillé ta transition, on est en phase. Désolé. Tout va bien. Rapidement, une petite présentation de Philippe de Broca quand même, parce que le destin de Belmondo et celui de Philippe de Broca sont très très liés, en fait, parce qu'il faut remonter aussi à la nouvelle vague. Belmondo, il a commencé au cinéma avec à double tour de Chabrol. Il devait avoir le rôle principal qui finalement a été donné à Laurent Terzieff. Et sur ce film, Philippe de Broca était assistant réalisateur, en fait. Donc ils se rencontrent dès le départ, et ils deviennent très très amis. Et Philippe de Broca va sculpter le Belmondo, la légende Belmondo, avec un film hyper important qui sera d'abord Cartouche,
Pardon, KPDP, hyper cool, hein, voilà, vraiment très bon film. Pour moi, c'est le Scarface français, Cartouche. Hein, c'est un film extraordinaire. Hein. On pourrait faire un épisode dessus. Pour moi, ouais, film incroyable. Ouais. C'est un super film. Et donc avec lequel il va enterrer le cinéma de KPDP, il va lui donner son œuvre finale quasiment. Ouais. Et puis après va ouvrir tout un nouveau pan du cinéma des années 60 avec la comédie d'action avec L'Homme de Rio. Et il va créer justement le Bébel tel qu'on le connaît, à base de tac tac badaboum, avec des cascades dignes des meilleurs point and click de LucasArts. Non, vraiment, c'est un film remarquable, L'Homme de Rio. Enfin, moi, pour l'époque, c'est film. dingue. Ouais. C'est un truc de fou. Et après, il va mettre les potards à 12 avec un film dont je suis un petit peu moins fan, mais Tribulation d'un Chinois en Chine. Donc c'est clairement la trilogie qui installe Belmondo dans l'imaginaire collectif en tant que cascadeur d'excellence. Oui, et là pour du cinéma vraiment plus populaire par rapport à la nouvelle vague. Bien sûr, très clairement, et c'est comment dire, c'est important de souligner que c'est Philippe de Broca qui sculpte cette image-là, et c'est cette image-là avec laquelle il va jouer dans le Magnifique en fait, mais pas forcément de gaieté de cœur, parce que c'est un film qu'il ne souhaitait pas vraiment faire au départ. Voilà, parce qu'au milieu des années 60, en fait, il va casser un petit peu après Tribulation d'un Chinois en Chine, il va partir un petit peu sur la tangente pour faire des films un peu plus dramatiques, comme Le Roi de cœur en 66, qui va avoir, je pense, thématiquement une importance majeure pour le traitement de ses personnages dans le Magnifique d'ailleurs. Et après, il va tenter d'autres films comme Chère Louise avec Jeanne Moreau qui seront... voilà, globalement, ce sont des bides critiques et commerciaux. Ouais. Alors c'est marrant, en préparant l'épisode, j'ai vu une vidéo de Rafik Djoumi qui disait que Le Roi de cœur était un classique aux États-Unis. Oui, j'ai appris ça aussi, ouais. Voilà, alors qu'en France, tout le monde s'en fout. Pourtant, c'est un très bon film, hein, franchement. C'est vraiment très bien aussi. C'est ce que j'ai préféré presque de Broca. Plus que le Magnifique ? Non, pas plus que le Magnifique, mais je le mettrais au même niveau. Ok. D'accord. Non, enfin voilà, c'est pareil, c'est un gut punch un peu ce film. C'est tu viens pour un quiproquo et puis il te roule dessus, tu t'y attends pas. Exact. Et non, voilà, donc c'est comment dire un cinéma. Il va revenir à la comédie avec le Magnifique, mais enrichi d'expériences qui sortent de la comédie, mais enrichi aussi peut-être d'une certaine amertume et d'une envie d'en découdre avec pas mal de choses. Et de prendre sa revanche, et c'est de revanche qu'il va être question dans ce film aussi. Donc ça nourrit aussi le processus créatif du film, et ça lui donne peut-être une cruauté qu'il n'aurait pas eu s'il avait fait le film directement après Tribulation d'un Chinois en Chine. Ouais, tout à fait. En plus, ce que tu décris, cette espèce de passage de Broca vers la volonté d'aller sur un cinéma un peu moins comique, un petit peu moins grand public peut-être, enfin en tout cas pas grand public, mais un petit peu moins d'action, un truc un peu plus autorisant, un peu plus, je sais plus le terme qu'il utilise, andante, qui est un terme italien, andante, ouais. Qui signifie quoi, je sais même pas. Allant, qui a de l'allant, voilà, qui a de l'allant, c'est-à-dire qui est emporté. En français, on traduirait comme ça, je pense. Ça roule. Bon, en tout cas, l'anecdote est intéressante puisque on n'a pas mentionné un autre personnage, un autre artiste fondamental dans le cadre de la gestation de ce film, qui est donc Francis Weber, pareil, très connu dans le cinéma français, qui est ensuite devenu réalisateur avec des films aussi connus que La Chèvre ou L'Emmerdeur, qui sont des films cultes, hein, vraiment. Et Le Dîner de con aussi. Et Le Dîner de con, évidemment, qui est peut-être son plus connu d'ailleurs. Et en fait, à l'époque, il était scénariste. C'est lui qui écrit la première version du scénario du Magnifique. Et pour des raisons qu'on va détailler, il s'avère que voilà, la collaboration avec De Broca ne se passe pas très bien, et il retire son nom du générique. Et alors l'anecdote est amusante, puisque il va le voir à un moment donné où... il devait faire le film, voilà, le producteur l'avait appelé, donc Mnouchkine appelle Weber, lui dit voilà, le film va être réalisé par De Broca. Il est super content, il dit bon bah génial, ça a l'air d'être quelqu'un de talentueux. Il le rencontre, ça se passe bien, et puis quelques temps après, De Broca l'appelle un dimanche, voilà, et c'est une anecdote qu'il raconte à plusieurs reprises sur YouTube. Il y a une vidéo d'ailleurs issue des bonus, je crois, du DVD où il en parle. Il l'appelle, il lui dit viens au studio, faut que je te parle. Donc Weber met son costume du dimanche, il prend le bus sous la pluie, il est trempé, il arrive au studio, qu'est-ce que tu voulais me dire ?
Et là, De Broca lui dit, alors qu'il est en train de justement réaliser, c'est la période où il réalise Le Roi de cœur, puis le film avec Jeanne Moreau, là, il lui dit, je vais pas faire ton film, hein, finalement, j'en ai marre, je veux plus faire des films comiques, je veux faire des films qui sont plus andante. Voilà, d'où l'origine de ce fameux terme. Donc évidemment, Weber était furax, il se barre, il rentre chez lui. Et puis, quelques temps plus tard, le producteur le rappelle, lui dit « Ah bah finalement, De Broca va quand même faire le film », parce qu'entre-temps, comme tu l'as dit, Le Roi de cœur et le film avec Jeanne Moreau se sont complètement plantés au box-office, et donc il avait peut-être besoin aussi de gagner de l'argent, hein, tout simplement. Donc il est revenu vers le Magnifique, sauf que Weber n'a pas du tout apprécié, il a quand même accepté à contre-cœur, mais... On va dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz déjà et que ça signait probablement l'arrêt de la collaboration à un moment donné, ce qui va finir par arriver d'ailleurs un peu plus tard. Mais si je parle de Weber, en fait, c'est parce qu'il y a un élément important dans le film, c'est sa structure même, qui est donc un film autoréflexif, un film quasi méta, tu l'as dit tout à l'heure. Quelle est la dimension méta de ce film ? Qu'est-ce qu'elle veut raconter ? Puisqu'on parle d'un scénariste qui se projette dans ses scénarios. Est-ce qu'on n'est pas dans aussi une mise en abîme du scénariste Weber dans son scénario ? Donc c'est une espèce de poupée russe de mise en abîme. Non, en tout cas il l'a assumé, hein, Weber, il a clairement dit que c'était une manière de réfléchir aussi à sa condition d'écrivain, en tout cas d'auteur de scénario pour le cinéma. De façon plus générale, qu'est-ce que ça permet d'entrevoir sur la condition du créateur dans le film, avec l'arc des différents personnages ? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet aspect-là ? Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu rechigné et qui n'ont pas aimé le côté réel du film, les espèces d'aller-retour comme ça entre la fiction et le réel. Moi, je trouve qu'à titre personnel, c'est vraiment le truc le plus réussi du film, notamment en termes de mise en scène. C'est De Broca qui est vraiment accrédité. Les idées de transition d'un monde à l'autre, c'est vraiment deux univers comme des strates de réalité qui se répondent. Les passages de l'une à l'autre sont vraiment incroyables. Bon, j'ai mentionné la femme de ménage tout à l'heure, mais il y a à un moment donné une tache de café qui arrive dans l'image et on se rend compte qu'en fait, c'est le scénariste qui a renversé du café sur sa machine. Tache de café qui inonde la fontaine de sang, la cascade de sang en même temps. Donc t'as un lien même thématique entre la nervosité du personnage qui transpire dans sa fiction et le déluge de violence auquel tu viens d'assister. Enfin, t'as vraiment une réflexion. Ouais. Bref, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah non, je t'en prie, t'as tout à fait raison. Mais non, c'est vraiment les transitions entre le réel et la fiction font partie intégrante de l'intérêt du film. Hein, pour moi, c'est clairement l'un des aspects différenciants de ce film dans toute la filmographie de Belmondo. C'est qu'il y a vraiment une volonté méta, mais précurseur en fait vraiment d'un cinéma postmoderne qui se revendiquerait totalement postmoderne. C'est pas pour rien même que Tarantino adore Le Magnifique, par exemple. Oui, il s'en revendique, ouais. Il s'en revendique énormément, je pense. Bon, alors le sang, évidemment, hein, lui, c'est un truc, à mon avis, il a dû se dire « Mais c'est ça que je veux faire !» et tout, machin. Excellent. Je le vois avec 3 rails de coke au fond de son vidéoclub, en mode « Mec, tu connais pas les Français, ils sont trop forts, les Français, regarde le sang, les seins, les nibards, pan, 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 et tout, machin. » Ils ont jamais fait ça avant, quoi. Quand tu vois les litrons de sang. D'ailleurs, anecdote, je me permets une mini parenthèse, la séquence, justement, dans le temple aztèque avec Karpov, où il bute tout le monde et il y a du sang partout avec la fontaine, etc. En fait, moi je me dis, évidemment c'est du faux sang, c'est de l'eau avec du colorant ou je sais pas quoi. Ah non. C'est du sang de cheval. C'est un truc de malade. Oui. Il y a, je sais plus, 200 litres de sang de cheval qui ont été déversés. Apparemment, le studio a empesté pendant 2 ans après ça. T'imagines le truc. Et vraiment, ça c'était inédit. Enfin, vraiment, Et alors, ce que je trouve incroyable avec ça, c'est que le film est quand même assez violent. Évidemment, nous, on le voit avec notre regard de biberonné à Tarantino, pour qui la violence est parfois très rigolote. Moi, Tarantino, ça me fait hurler de rire.
là, on rigole évidemment dans cette scène, mais apparemment, des gens l'ont vu. Voilà, mes parents, ils me disaient, bah, c'est des films qu'on voyait quand on était gamin, mais t'imagines voir ça gamin? Je sais pas si t'as justement le recul critique pour rigoler de tout ça, tu vois. J'imagine que ça a peut-être traumatisé des gens, tu vois, de voir ça. C'est la génération qui a grandi avec la mort de la mère de Babar, faut pas oublier. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as Voilà, raison. c'est bon. Mais Non, je mais sais pas bon, si le côté méta a été très bien compris à l'époque. Ah non. En tout cas, autant que nous, on peut le Mm. percevoir aujourd'hui, ayant été évidemment gavés d'œuvres qui réfléchissent à leur propre médium, qui réfléchissent à leurs propres conditions d'œuvre parfois, qui réfléchissent à la condition des artistes qui les fabriquent. Enfin, voilà, le côté méta est aujourd'hui presque méta du méta, quoi. On est devenu dans une société post-méta, enfin en tout cas au niveau des œuvres d'art. Donc j'imagine que voilà, quand quelqu'un découvrira ce film à la suite de notre podcast, il va tout de suite capter le côté humoristique. Par contre, à l'époque, à fond. je sais pas. Bah, à l'époque, c'est-à-dire que même les acteurs, enfin notamment Jacqueline Bisset, pour le coup, qui joue le rôle de Tatiana et de Christine dans le film, donc L'étudiante et la conquête l'étudiante, de Saint-Clar, ouais. Exactement. Jacqueline Bisset, elle était très embêtée au moment de recevoir les consignes de jeu, en fait, parce qu'elle comprenait pas ce qu'elle jouait. Parce que ce genre de film méta, etc., c'est quelque chose à la rigueur, tu vois, on peut remonter à l'illusion comique de Corneille, si tu veux, dans le délire méta, des récits enchâssés les uns dans les autres et tout ça. Mais au cinéma, c'était quelque chose d'assez nouveau, mine de rien. Et elle-même, elle savait pas, d'une scène à l'autre, si elle devait jouer avec distance, avec premier degré, etc. Et finalement, c'est en lui demandant d'exagérer ses intonations qu'ils ont réussi à trouver le ton juste. Puis il y a aussi ce côté un peu artificiel qui marche très bien sur les scènes au Mexique, qui se déroulent dans le roman en train de s'écrire, c'est que les personnages sont redoublés par-dessus. Oui, c'est voilà. très propre à l'époque aussi. Et oui, c'est très propre à l'époque, mais du coup, ça ajoute quelque chose, je trouve, notamment avec Jacqueline Bisset qui donne des intonations complètement incroyables, genre vous plaisez aux femmes. Et puis Belmondo qui répond ah écoutez je ne sais pas, et puis elle répond menteur, comme ça. Enfin c'est vraiment incroyable. Ouais. Hey Bob, quand est-ce que vous allez arrêter de faire le con comme ça, avec ces voix complètement folles. Il y a le truc du pain de campagne aussi qui m'a fait mourir de rire. Je n'ai pas trouvé le pain de campagne. En plein milieu du Mexique, enfin c'est un délire. Ah ouais non, c'est complètement fou. Ah, le film est hyper drôle, voilà, vraiment. C'est hyper drôle, mais en fait si tu veux, si t'as du comique de situation à la Francis Weber, tu l'as, parce que t'as tout le délire, t'as la scène du médecin légiste avec les 5 traducteurs, ça c'est du Weber, mais vraiment tout craché, quoi. le mec qui parle que turc, mais qui comprend un peu le serbe qui parle. Oui, il y a 5 traducteurs, c'est un truc de ouf. Il y a 5 traducteurs de suite, cette scène est absolument incroyable. Mais même toute la scène de départ avec qui se termine par la chute. Il a été tué par un requin dans une cabine téléphonique. Ouais, c'est un délire. Tu le dis hyper sérieusement, tu vois, en plus. Ouais, c'est limite un sketch de François Pérusse, tu vois. C'est vraiment un truc, c'est complètement fou. Mais pour revenir, au côté, à la question d'origine qui était dans quelle mesure cette mise en abîme de tous les récits sert la narration et pas uniquement un effet comique. Déjà, je pense que vous aurez compris que l'effet comique, il est clairement pertinent et efficace, surtout. Là, pour le coup, ça fonctionne d'autant mieux que ça permet aux spectateurs de s'investir émotionnellement dans ce que traverse le personnage de François Merlin, parce qu'on parle d'un écrivain qui est en lutte contre lui-même, qui comprend qu'il vit de son travail, mais c'est un travail dans lequel il ne s'épanouit pas, alors que justement son éditeur, qui s'appelle Charon, mon côté fan de mythes, etc., il verrait presque l'évocation du passeur vers le monde de la... Enfin, qui fait traverser le Styx, etc. Mais j'ai vérifié, c'est avec 2 R, donc ça marche pas. Ouais. Mais avec ce côté, justement, très personnage qui tire Merlin vers la mort, vers quelque chose de mortifère et de justement, qui le détourne de la vitalité qui de sa puissance vitale. Exactement, ouais. Ce qui m'a fait penser un peu à... Je sais pas si tu connais l'auteur italien Pirandello. Non, ça me dit rien. C'est un auteur de littérature qui a eu un prix Nobel dans les années 20, je crois. Enfin, ça date. Hein. C'est fin 19e, début 20e. Et en fait, c'est un auteur qui a beaucoup travaillé justement sur le dévoilement des structures épiques de l'Antiquité.
en fait, c'est presque de la parodie avant l'heure, mais une parodie qui n'est pas cynique, une parodie qui vraiment s'approprie les codes en les respectant, en les exécutant de façon tout à fait pertinente et efficace, mais qui en même temps permet d'avoir un recul sur ces codes. Et en fait, c'est exactement ce qu'on retrouve, je pense, dans le personnage de François Merlin. Il y a toute une réflexion aussi sur, comment dire, la nécessité de créer pour les gens qui en sont investis, la réflexion autour de ça. Et en fait, c'est ce que tu disais, il y a presque quelque chose du tragique, mais comme le film est une comédie, peut-être que ça a échappé à beaucoup de gens, je ne sais pas à quel point ça a pu heurter et en tout cas parler aux gens de l'époque, mais en tout cas moi c'est un truc qui m'a tout de suite parlé en voyant le film, c'est que j'y ai trouvé une vraie réflexion sur les conditions, comment dire, les contraintes dans lesquelles on écrit ou dans lesquelles on crée de façon générale, à quel point ça façonne l'exercice de sa puissance, puisqu'on parle de l'exercice de la puissance chez Nietzsche. Par exemple, un artiste qui fabrique de l'art, il exerce sa puissance. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quelles conditions il l'exerce. Et là, on voit bien que c'est quelqu'un qui visiblement voulait écrire, mais peut-être pas ce qu'il écrit là. Et donc, les conditions, les contraintes dans lesquelles il est plongé vont l'amener à se comporter d'une façon qui le révulse lui-même. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'incohérence et de l'incompréhension totale, puisqu'il est dans ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire il exerce sa puissance en faisant de l'art, et en même temps, il est complètement déprimé parce que ce qu'il fait ne lui plaît pas. Et c'est vachement intéressant, tu vois, qu'on montre aussi cette réalité-là, qui est très loin de l'image un peu d'Épinal de l'artiste dans la plupart des œuvres, dans les films en particulier, qui est souvent soit idéalisé, soit complètement dans le pathos, tu vois, l'artiste à la Van Gogh qui crève la dalle et qui doit vendre ses tableaux pour manger, tu vois. Enfin, là, je trouve que le film touche quelque chose de fondamentalement réel, et encore très actuel d'ailleurs, sur ce que signifie réellement vouloir faire profession de la création. Et ça m'a vachement étonné, tu vois. Et je pense par exemple, là tu fais bien de le dire comme ça, mais c'est un film qui pourra parler à énormément de gens qui justement ont été vidéastes ou créateurs de contenu sur internet. On a vu ces dernières années énormément alors là je parle pour ma pomme, mais je pense ne pas avoir été seul dans ce lot, mais des gens qui ont l'impression de toucher une impasse dans leur travail sur le plan créatif, ou alors au contraire de s'investir beaucoup trop dans leur travail avec ce que demandent les algorithmes, etc., de produire du contenu tout le temps, et de se retrouver bouffés par ce qu'ils font, et justement de mettre un genou à terre, ou les deux, ou de se retrouver carrément à plat ventre et de plus pouvoir travailler. On peut pas travailler. Film, je pense... oui, non, mais tu vois, je parlais pour le coup de l'expérience que j'ai faite du film dans le cadre du burn-out, et tu mentionnais le côté tragique du film. Moi, j'ai vu un film, j'ai beaucoup ri, hein, mais moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé là-dessus, tellement il touche du doigt quelque chose qu'à mon avis, beaucoup de gens traversent aujourd'hui sans oser le formuler. Et c'est là-dessus, je pense, c'est un film qui peut soigner des gens qui souffrent du trop-plein d'informations, du trop-plein d'injonction, ouais, voilà, merci, d'injonction à la productivité, à être présent, à être là tout le temps, à être exposé, à prouver au monde qu'on existe, et à penser que ce qu'on fait, qu'on n'existe qu'à travers ce qu'on fait, en fait. Ouais, et puis est-ce qu'on apprécie vraiment ce qu'on fait, tu vois, genre le personnage de Merlin, il n'apprécie même pas il aime pas ce qu'il écrit, tu vois. Et pour moi, ça, ce que tu dis est particulièrement juste, dans le sens où beaucoup de gens aujourd'hui perdent carrément de vue la motivation originelle qui les a poussés à se lancer dans la création de contenu sur internet, de vidéos ou autres. En fait, tu finis par être tellement pris dans les logiques qui sont des logiques de système, qui sont énormes, qui te dépassent totalement, que au bout d'un moment, non seulement t'es malheureux parce que t'es dans une espèce de burn-out permanent, mais en même temps, tu perds aussi de vue la motivation qui t'avait au départ donné envie de faire ça, tu vois. Et ne même pas se poser la question de est-ce qu'on apprécie ce qu'on fait, c'est ça aussi le mal de la création. Et le film apporte une réponse à ça, je trouve, dans sa conclusion, qui est... Ah, moi, ça m'avait vraiment fait une espèce de bouffée d'oxygène hyper salutaire, tu vois, à un moment donné,
faut prendre le recul, faut dire merde et faut vivre sa vie, quoi. C'est voilà, Evangelion, hein, tu vois, genre. Ouais, ben complètement. Touche de l'herbe. Hein, ouais, touche de l'herbe, sortez des sangs du robot, bordel de merde. Bah, c'est ça. Hein. C'est clairement ce genre de truc, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je dis. Enfin, là, on peut pousser le pion un peu plus loin encore, tu vois. C'est une question que pose le film aussi à travers Merlin. Merlin, bon, le choix du nom est pas du tout anodin. Merlin, c'est un magicien. Même Charon, au moment de le recevoir dans son bureau, lui dit très clairement vous Merlin, vous créez du rêve aux gens. Et ce rêve, c'est ce qui fait que vous avez la bonne part du gâteau. Et moi, à l'inverse, je suis éditeur, je ne suis qu'un boutiquier. Et c'est là qu'il sort sa magnifique réplique qu'est-ce que vous voulez que je faute de toutes ces saloperies? Et ça, en jetant le papier, enfin, ce que je trouve incroyable, c'est il jette le papier et il atterrit sur l'étagère, sur l'étagère derrière, en mode, je suis sûr. Enfin, ça, c'est le genre de miracle. Je sais pas, première prise, tac, c'est bon, là, tu vois. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça. C'est un truc de ouf. Mais ça, c'est un truc de fou. Enfin, le delivery de toutes les punchlines dans ce film est incroyable. Mais ouais, finalement, donner au public ce qu'il veut, est-ce que finalement on se suicide en faisant ça? Tu vois, créativement parlant, ouais. Créativement parlant, c'est un vrai truc, parce que son fils lui dit justement, dans une scène, justement dans Temple Aztec, etc., où Tatiana est attachée et où Karpov montre à Sinclair comment il va être torturé avec une souris qui va être lâchée dans une cage par un fil avec de l'acide sulfurique, machin, et puis enfin voilà, c'est un piège complètement débile. Et au final, oui, il y a toujours un bruit qui empêche les gens de travailler. Justement, Vittorio Caprioli, enfin le personnage de Karpov, dit... s'interrompt plusieurs fois en disant on peut pas travailler, etc. Il y a des regards caméra à ce moment-là, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment, t'as carrément le fils de l'écrivain qui rentre dans le décor et qui dit à Bob Sinclair mais coucou, je viens déjeuner, tu vois. Oui, parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur les strates de réalité, les trucs s'embrouillent. Plus t'avances dans le film, plus les espèces de... Voilà, les frontières se floutent. Et c'est le personnage justement du fils qui lui dit mets du sang et des nibards, c'est ça que veut le public. Et c'est derrière justement que t'as le déluge de sang. Et plus en fait Merlin écoute, enfin se met à l'écoute de ce qu'il croit être les fantasmes de ses lecteurs, ou en tout cas d'une vue générale de la doxa de son époque, très désincarnée finalement. Oui, tu vois, c'est ce pas que veulent très... les femmes, ce que veulent les lecteurs, on sait pas qui c'est ces gens, tu vois. Non, c'est une espèce de, comme disait Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. C'est une espèce de construction mentale socialement admise que c'est ça que les gens veulent, quoi. Et dès qu'il va dans ce sens-là, justement, il y a plus de compassion pour les personnages. Tu vois, c'est quelque chose qui devient de plus en plus cruel, sadique, drôle, hein, mais sadique quand même. Donc c'est un humour différent. Et puis là où au départ c'est juste, tu vois, il dit t'as un décalage entre il dit oh là là, moi je suis très sensible, quand je vois une abeille qui butine, ça m'émeut aux larmes, et puis juste derrière il tire sur un gars qui est dans un arbre, sur un sniper dans un arbre, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça, et là d'un seul coup ça devient des torrents de sang. Tu l'as dit, la fontaine de sang avec du cheval et tout. Le mec, enfin c'est Happy Tree Friends, le truc, tu vois, il éventre un gars sur un pieu, enfin c'est n'importe quoi. Et en revanche, oui, même ça va finir par contaminer son comportement dans le réel. Là où tout à fait. Sa vision erronée du réel contamine sa fiction, parce qu'il évacue toutes ses frustrations. À l'inverse, cette frustration va le rattraper dans le réel, et avec des effets pervers, quoi. Une des frustrations, justement, elle vient de la relation avec sa voisine, qui est donc jouée par Jacqueline Bisset, dont tu parlais tout à l'heure, qui est donc le fantasme, ou en tout cas dont le personnage de Merlin est pas forcément amoureux, mais il a un crush sur elle évident. Et justement, le fait qu'elle a plus d'affection pour son écriture, enfin son récit et son personnage, qui est donc Bob Sinclair, que pour lui-même, ça va le rendre à un moment donné à moitié fou, et il va partir dans une espèce de délire où là le film lâche complètement la bride, il n'y a plus de logique, et c'est à ce moment-là qu'il est presque méchant avec son perso. Il y a le truc du Panari, etc. Et alors, petite anecdote intéressante, donc l'auteur original du script, Francis Weber, lui voyait deux acteurs différents pour camper François Merlin et Bob Sinclair. Il voulait que Belmondo ne joue que
la version Bob Sinclair, et lui voyait plutôt Jean-Yann pour jouer l'auteur, le scénariste François Merlin. Et pour lui, le film devait beaucoup plus se concentrer sur ça et mettre peut-être un peu moins de côté la dimension romance, même si elle était quand même importante dans son script, en tout cas selon ses propos. Propos qui viennent d'une discussion dans un podcast qu'on pourra mettre en lien dans les sources de l'épisode, où il discute avec son fils, ils reviennent sur le film, là c'était en 2021, et il explique en fait que justement, pour lui le film dans son script d'origine commençait par François Merlin, et ensuite arrivé sur l'histoire de Bob Sinclair, on passait, en fait c'était une espèce de miroir inversé, où on passait plutôt du réel à la fiction, et non pas de la fiction au réel, comme c'est le cas avec la version de Broca, qui crée justement un effet comique peut-être plus efficace, qui ménage vraiment son humour, mais qui sur le plan thématique est peut-être un peu différent, ou en tout cas, je pense qu'il y a, c'est de l'ordre de la nuance, ça change pas fondamentalement le film, mais tu sens quand même que la vision du truc était un peu différente chez les deux. Est-ce que tu trouves qu'il est convaincant, toi, Belmondo, dans ce rôle de Merlin? Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un des points un peu... Disons qu'il est pas mauvais, il joue très bien ce personnage, mais j'avais un peu plus de mal à croire à ce personnage-là, en fait, notamment parce que c'est fucking Belmondo, tu vois. J'ai un peu plus de mal à l'imaginer dans ce rôle-là d'écrivain un peu la petite semaine qui galère à faire son roman, qui doit survivre en vendant des trucs qu'il aime pas, qui est complètement mal rasé, avec les trucs de plombier qui passent et tout. Enfin, un truc beaucoup plus terre à terre. Là où, dans tous les autres films où j'ai vu Belmondo, c'était le panache, c'était la désinvolture, l'espèce de classe incarnée. Là, il y avait un truc un peu plus... c'est intéressant aussi, mais je sais pas si ça marche totalement. Je dirais, tu vois, que Belmondo, il a pas joué que des... Comment dire? Toi, en fait, l'essentiel des films que je t'ai conseillé pour cet épisode, et t'en as regardé d'autres aussi, j'ai l'impression que t'as plus vu le côté solaire de son cinéma, Ouais. là où ses rôles plus retors, on va dire, j'utilise ce terme-là, ses rôles plus retors ou ses rôles plus ambigus. Je renomme Le corps de mon ennemi, qui sera Marocco à la fin de l'épisode. Ouais. Mais il campe des personnages d'extraction moins élevée de la société, et où du coup, même dans Léon Morin, une fois encore, il campe une sorte de proto-Abbé Pierre, si tu veux, dans une France de l'après-guerre, en reconstruction et tout. Justement, comment dire, c'est quelqu'un qui, certes, définit sa propre enfance comme étant une enfance joyeuse et surtout bourgeoise, et il est totalement conscient des biais inhérents à sa classe. Pour le coup, il connaît son extraction, il est issu d'un milieu bourgeois, ses parents se sont rencontrés aux Beaux-Arts, etc. Souvent, les bourgeois savent qu'ils sont bourgeois. Ouais, mais souvent, ils sont conscients d'eux-mêmes. Ou à l'inverse, ils vont dire, mais non, moi je fais des œuvres universelles. Tu vois, c'est aussi le tropisme là-dessus. Là où lui, j'ai l'impression qu'il a toujours essayé de s'émanciper de ce carcan-là, justement pour aller voir ailleurs. Et c'est ce qui l'a amené justement à fréquenter des clubs de boxe de la petite ceinture, très très loin des beaux quartiers. C'est ce qui a fait qu'il a même lors de la guerre, mine de rien, lui il a vécu la guerre quand il était gamin, pour empêcher les Allemands de récupérer des renseignements sur les cadavres des aviateurs anglais et américains, qui s'écrasait dans la forêt de Clairefontaine, il partait avec l'abbé du coin pour récupérer les cadavres et les enterrer dans des cimetières anonymes, pour se faire de l'argent de poche. Tu vois, donc, okay. Disons que si tu veux, il a quand même une dureté dans son parcours, et surtout aussi il a vraiment crevé la dalle. Il a fait par exemple... il a fait une tournée avec Guy Bedos, c'est là où il a rencontré Guy Bedos. Il a fait une tournée dans les Pyrénées où ils ont enchaîné les bides et les bides et les bides. À un moment, il est parti en Italie, il a dormi sur des bancs, etc. Enfin, si tu veux, bourgeois, bohème, mais il connaît, si tu veux, il sait ce que ça fait de sortir de sa cambrousse. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et du coup, si tu veux, je dirais pas qu'il a une humilité. Je connais moins ces rôles-là, du coup, ça m'a peut-être un peu plus étonné de le voir dans ce rôle de François Merlin. Et je dirais pas qu'il a une humilité, parce que ça reste un personnage hyper bravache et qui pète quand même plus haut que son cul, et c'est ça qu'on aime chez lui. Très imbu de lui-même, mais ça marche bien quand même. Quoi. Et très manipulateur aussi, très séducteur, et ça on va en parler, parce que ça transpire dans le film aussi. Mais comment dire, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même eu des moments assez durs,
beaucoup moins qu'un Delon par exemple, mais quand même. Et aussi un autre élément dans le film qui pour moi rend Merlin crédible, c'est que justement c'est le film de ses 40 ans. Ouais. De Broca aussi d'ailleurs, ils ont fêté leur anniversaire plus ou moins sur le tournage. Ils sont jumeaux à 3 semaines près. Ouais. Et en fait ils ont fêté leurs 30 ans sur L'Homme de Rio. Donc c'est un film hyper galopant. Là où, l'énergie de la jeunesse, quoi. C'est ça, là, le Magnifique, il y a quelque chose de plus crépusculaire qui pour moi rend Merlin crédible, parce que justement tu sens que c'est un personnage dont les beaux jours sont potentiellement derrière lui, en fait. Et pour moi, je vois ce que tu dis. Ça ouvre quelque chose, le fait que Belmondo le joue comme ça, je trouve que ça ouvre quelque chose de très intéressant. Et c'est le contraste entre le Belmondo qui se fantasme un éternel jeune premier et le Belmondo tel qu'il est en train de... Enfin, le Belmondo qu'il est en train de devenir, en fait, ou qu'il est peut-être déjà. Je trouve ça intéressant en fait. Je trouve que l'interprétation pour moi est vraiment très juste et c'est ce qui fait que même moi à la fin, j'étais en PLS total quoi. Oui, c'est le film réussit quand il est très bon hein, même si forcément c'est pas dans ce type de rôle là qu'on a l'habitude de le voir. Je peux pas m'empêcher de faire une petite digression, citer une anecdote qui contraste un peu avec justement le côté grisâtre et un peu déprimant du quotidien de François Merlin. Sur le tournage, donc pendant qu'ils étaient au Mexique, c'était l'anniversaire de Broca. Ils ont fait une méga fiesta. Ou de Belmondo, je sais plus, l'un ou l'autre. Les deux. Tu la vois la méga fiesta où il dit à De Broca, ils sont dans une espèce de club, un peu striptease du coin. Et il l'appelle, Belmondo appelle De Broca, lui dit ouais viens, on est tous à poil là, c'est la grosse fête, tu vas voir c'est trop bien. Donc De Broca descend de l'hôtel, il va jusqu'au club en calbar, il arrive au truc, il enlève son calbar et il rentre dans le club de striptease, évidemment tout le monde était habillé et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Alors... tu vois, je connaissais le début mais pas la fin, enfin je me doutais du début mais tu m'as emmené sur une tangente que je connaissais pas, j'avais une autre anecdote sur le tournage. La suite de l'anecdote c'est qu'évidemment ils ont foutu la bringue dans l'hôtel et que le lendemain, ça tu dois connaître cette partie là, je crois qu'il l'a raconté publiquement. L'anecdote que je te cite c'est dans le podcast de Weber, parce que Weber était aussi là à ce moment là, puisque je sais plus pour quelle raison, mais c'était encore, ils n'étaient pas encore totalement fâchés avec De Broca. Et donc à la fin de la nuit, l'hôtel ayant été un peu abîmé par cette fiesta méga géante, donc Belmondo se dit putain, faut qu'on paye les dégâts. Il va voir le directeur de l'hôtel. Et il lui dit, je vais régler pour les dégâts qui ont été commis pendant la soirée. Et le directeur de l'hôtel lui dit, Monsieur Belmondo, vous vous êtes amusé ? Et lui répond oui. Et donc l'autre répond, c'est l'essentiel. Et c'est tout ce qui compte. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à payer. Voilà, c'est genre de petite anecdote qui crée quand même le mythe et permettent aussi d'iconiser aussi non seulement ces personnages, mais aussi l'acteur, quoi. Qui est un personnage en lui-même. En fait, il arrêtait jamais de jouer, je crois. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, cette anecdote, on reviendra dessus parce qu'elle trahit pour moi beaucoup de choses sur ce à quoi le film s'attaque, avec plus ou moins d'hypocrisie, si on le remet dans son contexte, ou au contraire, on en parlera plus dans la partie suivante. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le volet suivant, mais... je vois où tu vas. Mais disons que c'est un film où justement il y a une joie débordante en fait de l'instant sur le tournage. Tu vois qu'il s'éclate vraiment. Tu vois qu'il s'éclate et en même temps tu as une violence dans les rapports et tu as une violence même dans la façon de fêter les choses. Tu as une dureté dans je veux dire, ils ont quand même pris les haches de pompiers pour couper les arbres. Tu vois, c'est quand même, ils ont jeté les clients de l'hôtel dans la piscine. C'est pas une soirée, c'est Projet X puissance 1000, tu vois. C'est pas une petite bringue, quoi. Comment dire, c'est ce côté dionysiaque, si j'ose dire. Totalement. Donne sa puissance, donne sa force au film, et en même temps, il y a aussi ce côté contradictoire avec justement ces querelles d'ego démesurées. On est revenu sur celle de Francis Weber et Philippe de Broca, mais il y a aussi la querelle Broca-Belmondo qui couve dans ce film et qui nourrit aussi le rapport entre la caméra et Belmondo lui-même. Parce qu'en fait, Broca va dire dans les commentaires audio que sur ce film, c'était le début des emmerdes. Grosso merdo, il le dit de manière assez diplomatique.
Mais il dit c'est surtout sur le film suivant que ça a commencé à vraiment poser des problèmes. Et on devine qu'ils se sont brouillés à la suite du Magnifique, que L'Incorrigible a été une manière de se rattraper et que ça n'a pas pris en fait. Et ça se ressent même dans L'Incorrigible. C'est un film qui marche pas, ça traîne la patte, c'est voilà. Et où Belmondo là aussi joue un narrateur un peu misérable, un peu mythomane. Il s'amuse moins peut-être maladif. aussi du coup. Oui, c'est fatigué. C'est une mécanique, c'est fatigué parce qu'il y a peut-être trop d'ego dans la machine et que du coup, partant de là, il n'y a plus cette spontanéité qu'ils avaient au départ. Et même dans les bonus, tu vois très clairement que Belmondo, regarde Broca dans les yeux à chaque fois qu'il lui parle et Broca arrête pas de lui dire non mais qu'est-ce que tu fous, arrête de te foutre de ma gueule et Belmondo lui répond mais non, je bois vos paroles, monsieur de Broca. Ah ouais, donc, tu perçois si tu veux, d'accord. tu perçois le côté. Alors en même temps, Belmondo, il est taquin. Ouais, c'est un petit emmerdeur, c'est un petit con. C'est un petit emmerdeur, c'est un petit con, il est marrant, tu vois. Mais en même temps, ça trahit aussi une bascule dans le rapport de pouvoir qu'il essaye de mettre en place avec ses réalisateurs, de manière générale. Avec ses réalisateurs, et que le Magnifique, ça lui a servi un peu de laboratoire là-dessus. Donc en fait, c'est un duel entre Weber et Broca, mais c'est aussi un duel entre Broca et Belmondo. Ouais. Et c'est justement ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, le Belmondo est à la fois le thermomètre, Merlin et Bob Sinclair sont à la fois le thermomètre d'un Belmondo qui se transforme, qui est en train de muter, mais en même temps le témoin de tous les rapports de force, tous les conflits qu'il va y avoir autour du processus créatif du film, et également aux dépens du personnage féminin qui va en être la victime en fait. Oui. Comme dans Cartouche, là où Cartouche prend son tour tragique autour du sort réservé aux plusieurs personnages féminins. Là, sans spoiler Cartouche, mais pour le Magnifique, le personnage de Christine et de Tatiana va subir autant, sinon pire, que ce que Merlin fait subir à Sinclair. Déjà parce qu'elle est dans la réalité, Merlin se laisse contaminer par Sinclair et devient un personnage un peu trop conquérant. Mais aussi toxique, parce que dans sa volonté de légitimer ce travail qu'elle trouve passionnant, elle va rencontrer l'éditeur qui lui-même va avoir un comportement prédateur avec elle. Qui en dit long aussi sur la vision des rapports de genre à l'époque. Pour moi, ça traduit quelque chose de cette époque-là aussi, de façon assez évidente. Et le film le fait presque inconsciemment, et c'est ça qui est précieux. C'est qu'en fait, les rapports de genre de la norme de l'époque transpirent dans ce qu'on voit dans le film, puisque c'est quelque chose qui se fait de façon... c'est naturel, tu vois, à l'époque, de montrer ça, tu vois. C'est limite, ça choquait pas les gens, en fait, de montrer un éditeur prédateur et tout. Et en même temps, je peux pas empêcher de me dire qu'il y a... Enfin, quand tu vois quand t'écoutes le commentaire audio, alors après, le commentaire audio, il a été fait plus tard, pour la sortie du DVD. Ouais, des années 20 ans après, quoi. Il a mis de l'eau dans son vin, 30 plutôt. 30 ans même, ouais. Faut pas oublier que cette année, on fête le cinquantenaire c'est le cinquantenaire du film. C'est ça, ouais, 2023. 2023, 73. Mais non, du coup, Broca a peut-être mis de l'eau dans son vin avec le temps, tu vois, mais notamment parce qu'il dit ne pas aimer les partouzeurs, alors que l'anecdote raconte que c'est la bringue en bas, on est tous à poil. Bon. Oui. Puis apparemment, il y a d'autres anecdotes qu'on pourra évoquer dans la troisième partie, où De Broca, clairement, avait un rapport aux femmes qui, encore une fois, transpire l'époque, mais avec le recul d'aujourd'hui, pourrait clairement être qualifié de prédateur, quoi. C'est ça en fait. Là, pour finir sur la dimension purement auto-réflexive et la façon dont justement le personnage de Tatiana / Christine sert émotionnellement aussi cette dimension auto-réflexive, c'est parce qu'elle va être la victime de ce rapport de force sur lequel elle n'a pas de pouvoir, en fait, elle n'a pas de prise, que le spectateur est horrifié aussi par les conséquences que ça peut avoir. En tout cas, nous, avec notre regard, je pense qu'à l'époque, sans cynisme, tout le dernier quart d'heure du film, qui est absolument cauchemardesque pour ce personnage, oui. À l'époque, sans le cynisme qu'on peut avoir aujourd'hui, déjà en soi, ça devait être quelque chose de cauchemardesque, ou alors au contraire, je me fourvoie, et à l'époque, c'était complètement normal, et au final, on se dit oh là là, c'est osé quand même. Je sais pas. J'avoue que je saurais pas dire, mais moi j'ai trouvé ça limite vraiment gênant, quoi.
Ouais, moi j'étais très gêné au début et en fait je me suis dit mais non en fait c'est absolument terrifiant ce qui se passe. C'est horrible. Enfin c'est un personnage qui se fait violer, qui Mm. finalement dit encore, qui après se refait violer cette fois-ci par tous les militaires, puis après qui revient, puis qui dit oh, au secours je me fais violer. T'as un autre soldat qui la viole derrière. Enfin c'est horrible tu vois. Enfin c'est absolument horrible. Et en fait la sortie de cette scène là c'est finalement Merlin qui finit d'écrire toutes ces horreurs et les jette par la fenêtre à la gueule de son éditeur en disant voilà c'est ça que tu voulais Mm. et finalement la chute Dieu merci ça retombe sur ses pattes Oui. mais, Heureusement que mais le film n'en fait pas une apologie. Hein. n'en fait pas une apologie mais c'est ça qui est très fort c'est que le film aussi n'a pas peur de montrer jusqu'où peut aller Fantasme malsain le fantasme malsain d'un auteur qui voudrait prendre sa revanche sur le réel. Et c'est là-dessus que, pour moi, le volet autoréflexif, on peut conclure cette dimension-là, c'est que si la fiction n'est qu'une revanche sur le réel, ben, d'une part, c'est dommage, mais d'autre part, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux non seulement c'est dangereux pour les gens qui font la culture, parce qu'ils s'autodétruisent à travers ça, mais aussi c'est aussi un danger pour les lecteurs en fait. Oui, c'est oui. un danger pour les lecteurs parce que finalement ça va peut-être nourrir des rapports de force dans lesquels les éditeurs trouvent leur intérêt. Financièrement Et parlant, oui, mais... financièrement parlant, Mm. mais aussi même dans leur personne. Enfin, c'est là la troisième partie, on va parler de ça, dans une lecture plus politique et sociale du film. Mais aussi, ça peut même nourrir des fantasmes normalisés, on va dire, des biais et des fantasmes qui sont malsains, en fait. Ouais. Et c'est là que c'est assez compliqué, parce que à la fois, la fiction gagne à être un espace de liberté où justement on peut Faire ce qu'on veut, enfin, assumer- il n'y a pas de limite, quoi. Et assumer la morale sa- ne doit surtout pas venir s'y mettre dedans, parce que sinon on est Bah, mal c'est- foutu, quoi. en tout cas sous un prisme nietzschéen ou en tout cas ou sous un prisme radical, on va dire en mode Stirner où on dirait bah voilà non la fiction c'est l'endroit où on éprouve sa radicalité ou sa singularité, je dirais plutôt, Mhm. sa singularité radicale, là où au contraire le réel, on est des adultes, on est des gens raisonnables et on est capable de s'empêcher quoi. Et le Mhm. souci c'est que si on cède à tout dans son rapport à la fiction, pas dans sa création, mais dans son rapport à sa propre création, Quelle contamination on a derrière, il y a quoi. une contamination. Voilà, Mm. ça peut, Oui. si on est, voilà, c'est une contamination. Et à l'inverse, c'est là que le film est aussi paradoxal, c'est que si on devient trop conscient des biais qui nous conduisent à créer, On est cynique on- et on peut plus on est créer. cynique et on peut plus créer. Mm. En tout cas, on peut plus créer avec amour. Ouais, en tout cas, sincérité et on peut pas vraiment faire des choses authentiques, quoi. Et c'est là que l'œuvre garde quand même sa valeur en tant qu'œuvre, parce qu'elle est capable, malgré tout ce qui peut arriver à son auteur, elle est capable de vivre sans lui. Ça ne veut pas dire qu'on peut casser l'affiliation avec l'auteur, mais elle est capable de vivre sans lui, et c'est parce qu'elle est capable de vivre sans lui qu'elle est capable de le sauver de lui-même aussi. Mm. Et c'est ça qui est beau à la fin du film, je trouve, c'est que cette œuvre, elle va créer des situations. On peut deviner, des gens vont se rencontrer en lisant Bob Sinclair, des gens vont se rencontrer je sais pas, une séance de dédicace ou des choses comme ça, à Ouais. l'insu de ce que l'auteur a voulu mettre dans ce roman. Et ça, c'est une richesse, en fait. Tout à fait. Et c'est précisément sa rencontre avec Christine, qui se fait parce que Christine lit ses romans, que finalement, c'est par cette rencontre qu'il va se reconnecter à la vie et se réconcilier avec le monde, quoi. Si tu veux, C'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est tellement juste. Mm. Enfin, Bah, c'est c'est un bête, arc, pas dans le sens stupide, mais dans le sens simple, quoi. Mais c'est justement Bah ouais. cette simplicité qui fait la force Mm. du message et la force de Mm. ce moment enfin, c'est un pur moment de cinéma émotionnellement parlant. Il y a un truc vraiment salvateur et une respiration. Enfin, vraiment, tu termines le film et waouh, quoi. C'est allez, on sort et on va voyager, quoi. Mais de lecture politique, il est question maintenant, puisque tu évoquais notre troisième partie. Je pense qu'il est temps d'y arriver. Un premier point qu'on peut aborder, c'est justement la représentation de l'artiste. On l'a un peu évoqué déjà dans les deux premières parties, un peu comme ci, comme ça, mais là, c'est vraiment la question centrale. Moi, il y a un truc qui m'a tout de suite interpellé dans le film, c'est que d'emblée,
on l'a dit, les conditions matérielles sont à nu. Le personnage de François Merlin, on le voit dans son quotidien, on le voit en train d'écrire, en train de taper physiquement sur sa machine, on le voit avoir des problèmes avec sa machine. La lettre R, à un moment donné, c'est source d'humour, hein, c'est un moment de comédie, mais il n'empêche que en termes de thématique, ça nourrit aussi cet aspect réaliste, et en tout cas ce regard sur le réel que porte le film, dans les conditions matérielles de l'artiste. Il va changer sa machine, etc. Enfin, il y a tout un truc sur comment lui-même réussit à tenir la cadence imposée par son éditeur, puisque il se défonce au café, il mange pas beaucoup, il oublie même que son fils doit venir manger chez lui. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'aliénation, en fait. Pardon ? De l'aliénation totale. De l'aliénation totale et de l'auto-aliénation, j'allais même dire, de l'artiste vis-à-vis de son travail, puisque, ayant choisi cette voie, il a toujours cette tendance un peu malsaine, hein, il faut le reconnaître, de vouloir continuer coûte que coûte, en dépit des contraintes et en dépit voilà, du réel qui s'oppose à lui, dans cette voie-là. Et là, on le voit bien avec Merlin, qui, après 42 romans, continue à écrire des romans de ce style-là, qu'il n'apprécie même pas. Et c'est intéressant aussi parce que, justement, ce que je trouve pertinent dans le film, on voit les rapports de légitimation, les rapports de légitimité plutôt, les luttes de légitimité en fait entre les différents registres artistiques dans la société, puisque lui-même étant un artiste populaire, il est méprisé par la culture bourgeoise, de fait, et en même temps, son éditeur lui dit que son salut et sa légitimité, là, il va la trouver dans la masse, dans l'idée que ça va toucher énormément de gens, donc une espèce de quantitativité de la légitimité, par opposition au qualitatif de la culture bourgeoise, qui se réserve à une petite élite, mais qui est consciente de la supériorité qualitative de cette culture-là. Donc là, évidemment, je ne peux pas ne pas invoquer Bourdieu, puisque quand on parle de culture, de légitimité, de hiérarchie entre ces légitimités, on pense évidemment à toutes les notions qu'a apporté Bourdieu. Évidemment, les plus connus, c'est le capital culturel, le capital économique, sa notion d'habitus. Ça, c'est des trucs qu'on voit à l'école, mais il y a quelque chose qu'on apprend peut-être un peu moins dans les parcours scolaires classiques, mais qui est une notion pourtant vraiment importante de l'auteur, c'est la notion de champ. La notion de champ, c'est une espèce d'ensemble de rapports objectifs dans une espèce d'autonomie dans la société. Genre, il y a une espèce de petit groupe, de petits microcosmes qui va se créer, qui va s'autonomiser de façon relative du reste de la société, qui va fonctionner avec ses propres codes et qui va reproduire des hiérarchies, qui va reproduire des rapports de pouvoir, des rapports de force. Et donc la culture en est un. Le monde de la culture est un champ, le champ culturel en fait, tout simplement. Et ce champ culturel, eh ben, évidemment, il est le lieu de toutes les luttes, de toutes les bagarres, puisque Bourdieu disait la sociologie est un sport de combat. Et donc la culture aussi, puisque on voit bien qu'il y a des enjeux de légitimation permanent, c'est-à-dire qui va réussir à imposer son œuvre comme étant légitime aux yeux de ceux qui décident de la légitimité, à savoir la classe dominante. Et là, je pars un petit peu trop dans la sociologie, mais je pense que le film, à travers son personnage et à travers les scènes avec son éditeur, nous donne à voir aussi les rapports de force qui existent dans le monde de la littérature, en tout cas voilà, des romans à cette époque-là. Et c'est passionnant, puisqu'en fait, le film a presque un discours là-dessus, a presque une espèce de prise de position en faveur de son auteur, puisque moi, il y a une phrase en particulier qui m'a vraiment ému dans le film, c'est quand Merlin dit, je crois, à son fils, ou peut-être à son fils, ouais, à son fils, que voilà, ces romans, il en est pas forcément fier, il a tout à fait conscience que c'est de la production à la chaîne, et d'ailleurs les conditions dans lesquelles il les écrit font que il ne peut pas forcément faire mieux, mais parmi toutes ses œuvres, dans chaque roman, il y a quand même, dans un roman de je sais pas combien de pages, il y a toujours 4-5 bonnes pages, et ces 4-5 bonnes pages-là, c'est comme une espèce d'éclat d'humanité, d'éclat de création, de créativité, en fait, d'art,
dans un milieu qui est complètement contraint par la matérialité et les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. Et c'est fascinant à étudier parce que le film n'a pas du tout été pris par ce bout-là. Mais moi, je l'ai vraiment vu comme une espèce de pied de nez à, voilà, on peut faire un film, et le magnifique aussi, hein, en est un, on peut faire une œuvre qui sera méprisée par la culture dominante, la culture légitime, mais qui n'en demeure pas moins avec ses éclairs de génie, puisque dans toute création humaine, il y a aussi de la beauté, il y a aussi, des éclairs comme ça de génie, et c'est pour ça aussi que le film m'a touché. En tout cas, c'est cet aspect-là qui, moi, m'avait le plus touché quand je l'ai découvert. Tu fais bien de mentionner justement cette question de la légitimation, parce que c'est intégré même à l'histoire du film, à la fois par le personnage de Christine, mais c'est aussi intégré dans le processus de création du film, parce qu'au moment où Francis Weber, a claqué la porte du film, au moment où, il avait déjà claqué la porte en amont, mais au moment de voir la bobine du film, il a refusé même de que son nom soit crédité. En fait, en amont de tout ça, le producteur Alexandre Mnouchkine avait demandé à Broca de trouver quelqu'un pour jouer les casques bleus c'est son terme, sur le tournage du film, sur la production du film, et ce sera Jean-Paul Rapneau. Alors Jean-Paul Rapneau, on le connaît sans le connaître, parce qu'en fait c'était déjà le scénariste de L'Homme de Rio, et c'est lui qui va notamment réaliser le Cyrano avec Depardieu en 90. Ah, donc il est réalisateur aussi ? Oui, il est réalisateur aussi, ouais. Il a été assistant réalisateur pendant très longtemps, mais son film le plus connu, c'est vraiment son adaptation de Cyrano, qui pour moi est... c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. Ouais, Depardieu est incroyable. Mais incroyable, mais même, ils sont tous parfaits, quoi. C'est vraiment un film remarquable. Et pour le coup, Rapneau, il va justement s'entourer de Georges Perec sur sur les réécritures, en fait. Parce que c'était un écrivain qui était très Georges Perec, donc La Disparition, le bouquin qui a été écrit sans la lettre E, on connaît. En fait, Georges Perec était très très au fait des questions liées aux sous-cultures et aux contre-cultures à l'époque, et il était question de réécrire Merlin pour en faire un auteur de BD. Finalement, ça n'a pas été pris, et Broca a très vite écarté Perec parce qu'il voulait pas augmenter les coûts de production. Et finalement, Rapneau était gardé, et c'est là qu'ils ont décidé de mettre plus le focus sur le personnage de Christine, et finalement d'en faire une sociologue, parce que c'était justement le lien le plus petit degré de séparation entre ce que fait Merlin et l'histoire d'amour que Broca voulait à tout prix intégrer au récit, parce que pour lui, il n'y a pas de bonne histoire dans ses films, en tout cas en tant que personne, en tant que réalisateur. Il n'arrive pas à raconter de bonne histoire s'il n'y a pas d'histoire d'amour, en fait. Et donc, c'est encore une facette du duel avec Weber. Mais l'irruption de Christine en tant que sociologue, elle est intéressante parce que l'histoire d'amour va prendre sa source dans la question de la légitimation du travail de Merlin. Et Merlin va se sentir validé dans sa personne, ou accepté tel qu'il est au départ par Christine. Et c'est de là que va venir justement le sentiment de trahison, parce que finalement Christine, elle est fascinée par son travail et pas par lui. Et c'est là justement que, tu vois, il y a un quiproquo en fait. Il y a un quiproquo là-dessus, ouais. Et au final même, ce qui est intéressant, c'est que elle dit que c'est pas le fait que ce soit bien ou pas qui l'intéresse, c'est justement, j'ai la phrase. C'est le fait que ce qu'il écrit, c'est l'expression du désir et de la hantise de toute puissance que nous avons en chacun de nous. Donc elle parle en mode... t'as toute une scène où elle parle en mode l'architecte de Matrix, tu sais, les phrases, on comprend rien à ce qu'elle dit. Psychanalytique à balle, hein. À balle, mais de fou, tu vois, et en fait elle est à fond... elle part en monologue sociologique et tout. Et le pauvre Merlin, il comprend rien à ce qu'elle dit, tu vois. Oui. Il se dit, non mais c'est bon, moi j'écris parce que je kiffe ça à géométrie variable, quoi. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce décalage-là, et ça aussi pose la question de est-ce qu'une approche purement analytique, est-ce que fonder la légitimation d'une œuvre sur une approche purement analytique est pertinent ? Je pense que non, hein. Le film le montre bien, en tout cas, enfin le propos, en tout cas le point du film, c'est de montrer que ça ne peut pas être exclusif, ça ne peut pas être l'enjeu de... Parce que sinon, en fait, on est dans une espèce de rapport paternaliste, presque, tu vois,
tu regardes la culture populaire avec un regard distancié, sans t'en imprégner émotionnellement, sans la vivre pleinement, et dans une logique purement descriptive, analytique, universitaire en fait. Parce qu'elle est étudiante dans le film. Ouais, bien sûr. Et elle veut faire sa thèse de sociologie sur, justement, sur les romans. Bah donc, oui, voilà. Toute l'université lui est au nez. Et c'est d'ailleurs dans ce travail très distancié et assez désincarné, mais quand même passionné, qu'elle va se jeter dans la gueule du loup de l'éditeur Charon qui, la voyant arriver, regarde même pas lui parle même pas dans les yeux, mais il regarde ses fesses et il dit rentrez dans mon bureau et que personne me dérange. Et bon, aujourd'hui, avec MeToo et tout ça, on a tous les voyants sont au rouge, on va dire ça comme ça. J'ai pensé au film Bombshell, Scandale en français, donc qui racontait justement Fox News et le patron de Fox News qui avait ce type de pratique-là. On pense à Weinstein aussi, évidemment. Bien sûr. Non, je peux pas... Oui, bon, on risque la diffamation ou pas si je mentionne Luc Besson? Tu rigoles ou quoi? Tu crois qu'il va écouter le podcast? Voilà, donc je sais pas. Bref, le nom est lâché, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais en gros, ouais, c'est là où je peux pas m'empêcher de voir quand même un regard critique sur le film. Sur non seulement sur ce côté, justement, l'approche analytique est une impasse, mais aussi c'est la meilleure manière de tomber dans le piège de cette industrie aussi. De se dire que cette industrie, elle joue sur, comment dire, des lectures très froides des œuvres pour en tirer des éléments de langage qui lui permettront derrière de mieux se vendre en fait. Et c'est ce que Charon essaye de faire. Il dit oui, mais vous voyez, Merlin, le seul truc qu'il dit sur Merlin, c'est qu'il travaille pas assez. Alors que tout le film, on le voit, c'est un bourreau de travail. Il se bute au café. Il se bute au café et tout. Et lui, il dit non, c'est moi l'homme qui gère tout ça, qui gère cet empire, qui rend ça possible, c'est moi en fait. Donc, mais parce que justement, même là, en termes de... Excuse-moi, je me permets simplement une petite analyse à nouveau à la Bourdieu. La légitimité du travail, elle est de son côté, puisque elle est valorisée socialement et économiquement par le fait que c'est lui qui détient les rênes, il détient comment dire, les moyens de production, tout simplement. C'est lui l'éditeur. Évidemment. Donc bon. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, il y a un truc qui a fait tilt, mais quand j'ai vu le film la 3e fois, est-ce que tu as fait attention à ce qui se passait dans le reflet du miroir quand il ferme la porte de son bureau? Alors là, je crois que j'ai zappé. C'est le moment où, tu sais, il fait rentrer Christine dans son bureau. Ouais, il demande à fermer. Il sort la tête, il dit qu'on ne me dérange pas, et il ferme la porte de son bureau. Et tu vois tous les mecs qui se retournent, qui regardent vers la porte du bureau, comme s'ils savaient ce qui allait se passer. Ah oui, oui, avec un petit air de jalousie. Et en même temps, t'as un poster sur le mur de Dracula. Ah oui, ok. Et en fait, je me demande si tu mets pas un poster de Dracula par hasard. C'est pas gratuit. Dans cette scène-là, c'est pas gratuit. Et je me dis justement que voilà, ce côté justement sur le prédateur est là en fait. Ce côté justement, on va aspirer l'énergie vitale de tout ce qui passe dans cette machine pour en tirer un intérêt ou pour assouvir juste son désir quoi. Et donc ça prend la forme d'une domination économique sur Merlin, dans le rapport de force matérialiste pour Merlin, et ça prend la forme d'une domination sexuelle et d'un rapport prédateur avec Christine quoi. Tout à fait. Ouais. Qui jette peut-être la dernière ligne de ce podcast, et qui est une question qui pour moi gagne à être abordée quand on voit ce film avec le regard actuel. Ça permet aussi de se faire une idée du rapport à la sexualité qui s'est développé dans les 5 années après mai 68. Mine de rien. Ouais, le film est assez débridé là-dessus quand même, faut le dire. Très clairement, en fait, c'est la phrase de Philippe de Broca dans le commentaire audio, c'est je la retrouve, j'avais envie de régler mes comptes avec la violence et le sexe. Ok. Il dit très clairement qu'il déteste, il aime pas James Bond. Il dit, on lui pose la question, Jérôme Vibon, qui est un documentaliste ouais, et auteur qui a énormément travaillé sur Belmondo, le cinéma français et le Magnifique en particulier, lui pose la question, est-ce que vous aimez James Bond? Il dit non, jamais. Vraiment jamais. Donc la réponse est catégorique. Et il déteste la violence. Jamais. Pour lui, justement, jamais. Exactement. Jamais. Et je vois exactement où... T'as la ref. J'ai la ref. Jean-Michel, t'as la ref.
J'ai la ref, lisez Libé. mais du coup, ouais, j'ai perdu ma phrase. Excuse-moi. Ouais, non, et voilà. Non, en fait, jamais oui, il aime était, James Bond, quoi. Jamais il aime James Bond, jamais il aime la violence, et justement, sa parodie, si tu veux, est là pour dénoncer la violence. Et comme il y associe le sexe, moi j'y vois une logique de dénoncer une certaine façon dont on est en train d'instrumentaliser la libération sexuelle post-68 hard pour recréer des logiques de pouvoir, en fait. Oui. Et ce que ça se voit dans le film avec justement ce côté, ce rapport pornographique au corps féminin dans la fiction, ce viol systématique des femmes dans la fiction qui est disqualifié à la fin justement par le fait que Merlin jette le texte par la fenêtre et le laisse tomber sur son éditeur mis à nu littéralement parce qu'il a perdu sa perruque. Enfin voilà, t'as vraiment il est montré comme ce qu'il est, c'est-à-dire un vieux dégueulasse en fait. Oui, bah, c'est ça, et c'est vraiment cool parce que du coup ça montre aussi que la libération sexuelle telle qu'elle est instrumentalisée, elle n'est que dans un sens. Exactement. C'est uniquement la libération sexuelle des hommes vis-à-vis de l'exposition qui était auparavant contrôlée par, voilà, on va dire un certain nombre d'aspects moraux de la culture judéo-chrétienne. Là, on a un truc vraiment en mode, on va pouvoir se rincer l'œil, quoi. Bah c'est ça, tu vois ce que je veux dire, libre de porter des mini-jupes et surtout nous libres de regarder ce que vous montrez de vos jambes en fait. C'est ça. Et ce que pose la question, un corps libéré est-il un corps disponible en fait et c'est pour moi une question qui transpire du film parce que si cette libération a permis d'élargir le champ des possibles dans la fiction et a permis d'élargir énormément des nouveaux champs esthétiques en fait, que ce soit dans le cinéma d'horreur avec je sais pas moi Massacre à la tronçonneuse, que ce soit dans la bande dessinée européenne avec les fumetti en Italie avec Diabolique justement qui est une œuvre hyper érotique, une sorte de fantomas italien mais hyper érotique, écrit par deux femmes d'ailleurs, qui a été adapté au cinéma par Mario Bava qui a fait des Gialli pardon. Dans lequel justement tu as énormément d'éléments. Je suis persuadé que Broca a vu Diabolique au moment de faire le Magnifique, parce que tu as même une scène qui est reprise de Diabolique, littéralement la scène du miroir qui déplie sur la route avec la voiture qui se contourne elle-même et qui tombe dans le ravin. C'est littéralement la même scène dans Diabolique. Okay. Et comment dire, t'as à la fois quelque chose d'émancipateur et tout ça, mais en même temps justement, si on garde une grille de lecture désincarnée de tout ça, finalement, ou très cynique, justement, on amplifie des rapports de domination qui existaient déjà avant. Et c'est ce qui fait notamment que quand Merlin devient jaloux de Bob Sinclair, parce qu'il a l'impression que Christine est amoureuse de Bob Sinclair et pas de lui, il se met à se comporter comme un agresseur sexuel. Il lui tombe dessus sur le canapé, alors qu'il est en peignoir. Ouais. Il lui fait presque, je dirais pas qu'il lui fait une DSK parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais quand même c'est chaud. C'est chaud, c'est forcé quoi. Et c'est hyper forcé. Et puis même la scène de la pétanque où il lui court après dans le parc et tout. Et elle lui dit vous me faites mal. Il dit j'espère bien. Ouais, c'est chaud. Ouais. Là sur le moment. Proto incel. Hein. Même proto incel, même incel de ouf sur le moment. Mais en fait, heureusement, c'est désamorcé par le moment où elle dit non mais. Et c'est pour moi l'authenticité de cette relation, elle naît à partir du moment où elle lui dit « Je suis vieux jeu ». Elle lui dit clairement « J'ai besoin de m'habituer, je suis vieux jeu, vous savez ». Et ce qui montre que Broca est du côté d'une certaine tendresse et que les relations un peu vieux jeu peut-être ménageaient. Et c'est ce qui fait justement qu'après, le personnage de Bob Sinclair, dans le roman, lui met 3 baisers extrêmement tendres, un sur le front, un sur le nez, un sur la bouche. Et elle murmure François, comme si Tatiana reconnaissait François à travers le personnage de Bob. Scène qui m'a foutu en PLS total la première fois. Mind blow total, mais c'est un truc que je trouve vraiment puissant là aussi là-dessus, c'est que c'est un film qui, sans jamais trahir l'arc émotionnel de ses personnages, va au bout de tout ce que peuvent impliquer les situations dans lesquelles ils se mettent, y compris moralement et idéologiquement, et il fait confiance au spectateur pour se positionner par rapport à ça en fait. Et c'est ce qui fait que le film est hyper vivant aujourd'hui à l'aune des scandales qui secouent le monde du cinéma,
parce que le parallèle entre la situation du personnage de Belmondo et le parallèle avec le monde du cinéma, t'as même le vendeur de machines à écrire qui lui dit « Vous seriez pas dans le cinéma, vous ?» Oui, c'est vrai. Voilà, t'as le côté méta aussi, là. Hein. Le parallèle est évident, et puis Weinstein, même, tu parlais ça tout à l'heure, mais le côté grooming, il fonctionne à fond, parce que le mec, tu comprends que c'est un partouzeur, et il lui dit « Oui, il y aura ce grand écrivain qui sera présent, et tout machin », et il lui jette un regard complice en mode « Hey, t'as vu, je te les ferai facilement, dans 24 heures, on se la tape, quoi. » T'as vraiment... c'est un film qui prend pas de gants, mais qui le fait avec le sourire, en fait. Et c'est ce qui fait qu'il est... Enfin voilà, c'est... chef-d'œuvre. Voilà, Belle conclusion. J'arrive pas à finir ma phrase. Non, mais c'est bien de conclure là-dessus, puisque c'est le cœur qui parle, et je pense que il en fallait aussi un peu de cœur pour parler de ce film. J'ai l'impression que plus on avance dans notre petit radeau d'hémisphère, plus on se laisse aller à une espèce de truc sensible et un peu plus subjectif. Et ça me plaît bien, je dois reconnaître que c'est pas mal d'essayer de partir d'un ressenti pour le décortiquer, essayer de comprendre d'où il vient. Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois du mieux qu'on peut. Et en tout cas, on espère que ça vous plaît, à vous, amis auditeurs et auditrices, puisque vous nous avez écoutés jusque-là. Je te propose qu'on passe aux recommandations, à moins que tu aies une dernière petite conclusion. Une dernière citation du film, quand même, qu'on doit à Christine dans son monologue en mode l'architecte de Matrix, mais qui me semble incroyable, tant elle définit, tant elle annonce la résolution du film et tout ce qu'on a pu en dire. Le rapport mutuel définit le champ de l'expérience possible. Magnifique. On passe au reco ? Allez. C'est parti. Donc, les recos, je vais commencer avec un jeu vidéo, puisque je sais que vous êtes un petit peu des geeks parmi les gens qui nous écoutent. Un jeu qui sort aujourd'hui même, en tout cas qui ressort, puisque je vais parler de Ghost Trick, qui était donc originellement un jeu DS, créé par Shu Takumi, le créateur de Ace Attorney, une licence de cœur qui pourra peut-être un jour faire l'objet, on ne sait pas, d'un épisode de ce podcast, je l'espère en tout cas chaleureusement, en tout cas bref. Ah, moi aussi. Ghost Trick pourrait aussi lui-même faire l'objet d'un épisode. De ouf. Donc voilà, le jeu ressort sur Switch, PS4. Alors, je sais pas s'il ressort sur PC, mais en tout cas, vous trouverez l'info facilement. PC et Xbox Series. Donc voilà, il fait toutes les plateformes. Il est partout. Alors là, vous n'avez plus aucune excuse, comme il est de coutume de dire maintenant. C'est un petit chef-d'œuvre, tout simplement, de la DS, un des meilleurs jeux de la console. Le pitch est assez simple. On incarne l'âme d'un personnage qui est mort et qui va à travers la prise de possession d'objets. Donc il y a un côté un petit peu animiste, ou en tout cas voilà, ça, on sent que le truc est ancré dans la culture japonaise. On va prendre possession des objets qui nous entourent pour résoudre des petits puzzles, empêcher des choses de se produire. Et je préfère pas trop en dire sur comment le jeu se déroule, parce que le concept lui-même est un peu une surprise dans la manière dont il se déploie ludiquement parlant, vraiment sur le côté game design. Donc oui, je l'ai dit, le côté game design incroyable. C'est un jeu qui est vraiment juste hyper inventif, quoi. Enfin vraiment, le concept est mortel. Et il ne retombe jamais à plat, c'est-à-dire que parfois les jeux ont un peu des éclairs de génie sur leur concept original, et au final, l'exécution, la manière dont on arrive à broder, à dérouler autour, est pas toujours génial. Et là, c'est vraiment pas le cas. Le jeu, réussit tout du long à se renouveler dans ces situations, à challenger le joueur aussi bien en termes de rapidité d'exécution que en termes de compréhension de ce qu'il doit faire. Et puis le jeu est absolument, comme d'habitude avec Shu Takumi, j'ai envie de dire, remarquablement écrit. C'est prenant, ça se déguste vraiment de façon parfaite. C'est vraiment un jeu de l'été idéal, je pense. Ils ont bien choisi leur timing pour le sortir chez Capcom. Alors je sais pas encore si le jeu fonctionne avec le tactile. J'espère qu'il y a la possibilité de le faire au tactile sur sur Switch, puisque c'était quand même le pitch sur DS. Il me semble que c'est le cas. Très bien. Je vérifie. Alors attention, c'est le moment vérification sur le vif.
je vais regarder le communiqué de presse. Bah en tout cas oui, parce que c'est bon après. Mais ouais, non, mais en fait, il me semble que c'est le cas, c'est-à-dire que sur Switch, tu peux jouer avec l'écran tactile et que sur PS4, sur PlayStation, tu peux jouer avec le pavé de la manette. Ah bah oui, évidemment. Il me semble que c'est le cas. Tout est. Je vérifie ça tout de suite. Tout est logique. Mais il me semble que c'est le cas. Bah écoute, si c'est le cas, c'est très bien. Après, si c'est pas le cas, ça reste un excellent Une jeu. interface utilisateur optimisée pour les manettes et écrans tactiles sur les plateformes en possédant. Et ben voilà. Bon. Je crois que le jeu était d'abord sorti sur mobile, donc d'une certaine manière, c'est un peu la conversion du jeu mobile, c'est logique. J'ai pas mentionné les musiques qui sont comme les musiques de Ace Attorney, en fait, je fais le parallèle, mais c'est parce que les gens connaissent un peu plus. C'est incroyable, quoi, les compositions, la variété. Je crois qu'en plus, les musiques ont été réarrangées pour cette nouvelle version. Donc, très hâte de découvrir vraiment cette nouvelle mouture de la BO qui est vraiment magistrale. Que dire, c'est vraiment un jeu remarquable à tout point de vue, qui en plus a le bon goût de ne pas être trop long, contrairement à certains jeux qui, par exemple, issus d'une grande série de RPG, sont des 50, 60 heures, 70 heures pour le finir, en voir le bout. Ah ouais, Tales of, je connais. Ouais, par exemple, ou même, j'ai adoré Zelda. Non mais Persona, ah oui d'accord. Tu vois, la Zelda qui est sortie en mai, le truc est giga long, hein. Si tu veux tout faire, il y a 200 heures de jeu. Mais bon. Voilà, Ghost Trick, c'est un jeu qui a un scope un peu plus réduit, mais qui n'en demeure pas moins brillant à chaque instant de son expérience. Et je vous le conseille donc pour l'été. C'est vraiment un pur jeu de l'été, et je pense que si vous ne l'avez pas fait, vous allez découvrir un chef-d'œuvre, tout simplement. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. De m'avoir écouté plutôt, pardon. Je passe la parole à mon camarade Karel. J'ai eu très très peur. J'ai cru que t'allais finir l'épisode. Je me suis dit merde. Ah non, ça aurait été salaud. Je suis venu avec 2 recos pour rien. En plus. Je vais aller très vite. Non. Alors mes recos. Alors ce sera, je l'ai déjà pré-shot, hein, mais ce sera Le corps de mon ennemi, qui est un film tardif de la carrière de Belmondo. Il date de 1976, mais réalisé par son compagnon de toujours, Henri Verneuil. Avec lequel il a déjà travaillé pour 100 000 $ au soleil, et également pour Peur sur la ville. Peur sur la ville, c'est lui, ce que j'allais dire. Ouais. C'est lui exactement. Sauf que là, on va suivre du coup Belmondo dans un rôle totalement dramatique, qui incarne en fait un mec qui sort de prison, qui vient de purger une peine de 7 ans de prison suite à un coup monté, et il va en fait se venger. Tout simplement. C'est Kazuma Kiryu. alors justement, tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, littéralement, moi j'y ai vu, quand je l'ai vu en tout cas, c'est pour moi Yakuza dans le Schnorr. Ah ouais. Parce que Yakuza ça se déroule exactement dans le nord de la France, dans les alentours de Lille. Ah bah c'est chez moi ça. Sur le fond de la mafia du textile, en fait. Ah là là, les muliers, les lepoutres là. Les muliers, les lepoutres, et puis Bernard Arnault aussi. Comment Bernard Arnault a détruit le textile dans le Nord. Sauf que cette fois-ci, c'est Belmondo qui va, comme une sorte de conte de Monte Cristo, sortant de prison, justement, va noyauter un peu tout ce milieu-là, en profitant de son côté charmeur et séducteur pour tracer sa route dans la bourgeoisie locale, et remonter jusqu'au boss, qui est Bernard Blier, en fait, qui est joué par Bernard Blier, et le tuer. Voilà, c'est pas un spoil, hein, mais c'est en tout cas c'est une tragédie qui se déroule de cette manière-là. Les dialogues sont coécrits avec Michel Audiard, donc il y a c'est hyper rythmé, c'est évidemment des usines à punchline, mais pas du mauvais Audiard, c'est-à-dire que c'est pas le mec a une punchline et il écrit la scène autour. Tu vois, c'est pas genre le Audiard des Morphalou en mode c'est bien la première fois qu'il fait des éclairs avec sa bite et il écrit toute une scène autour de cette phrase. Là, c'est vraiment un film, déjà c'est adapté d'un roman, donc ils doivent quand même respecter une trame. Mais c'est un film d'une noirceur délicieuse. Et vraiment pour moi c'est Yakuza dans le Schnorr, j'ai pas d'autre manière de ça donne envie dire. De ouf. Celui-là je l'ai pas vu du coup. Et surtout c'est l'un des plus beaux titres de films français que je connaisse, hein. Le corps de mon ennemi, rien que ça tu te dis tout un programme quoi. Enfin, l'affiche est incroyable en plus, enfin voilà, c'est vraiment c'est un très très grand film. Je recommanderais également en deuxième œuvre
une œuvre tout aussi sombre et retorse, parce que je vais parler de jeux vidéo. T'as parlé d'un jeu lumineux et rigolo de la DS. Moi, je vais parler d'un autre joyau de la DS, mais ce sera 999, Ah 9 ouais. Hours, 9 Persons and 9 Doors. Un peu moins rigolo. Ouais. Un jeu de Spike Chunsoft écrit et réalisé par Kotaro Uchikoshi. Donc c'est un visual novel / escape game dans lequel on va incarner Junpei, qui est en gros pris au piège dans une espèce de jeu de la mort avec 8 autres personnes. Ces 9 personnes ont chacune un bracelet autour du poignet avec un numéro, et ils se rendent compte très vite qu'ils vont devoir collaborer ensemble pour pouvoir sortir de tous ces jeux mortifères en fait. Est-ce que la personne derrière ce jeu qui s'appelle Zéro, est-ce que Zéro, enfin qui est Zéro, qu'est-ce qu'il veut obtenir, quels sont ses plans, et est-ce que parmi ses plans il y a l'idée que tout le monde peut y sortir vivant de ces épreuves-là. Et là où ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est pas un visual novel. C'est un visual novel, je trouve, un petit peu putassier sur certains trucs. C'est-à-dire que vraiment les bad ends arrivent sans dire bonjour et te disent très clairement, mec, t'as pas fini le jeu, faut recommencer. Ce que je trouve un peu dur. En revanche, C'est l'époque était un peu plus hardcore là-dessus aussi. Hein. Bien sûr, et aussi surtout c'est le portage PS4 rajoute quand même quelque chose de plus fluide, c'est qu'il donne, il rend visuel la progression par embranchement. Et du coup, t'as pas besoin de faire des sauvegardes à chaque choix, machin. Là, tu peux vraiment, finir le jeu, revenir à l'écran titre, choisir exactement l'épreuve à partir de laquelle t'as envie de reprendre le jeu. Du coup, c'est beaucoup plus fluide pour faire toutes les fins. Puis surtout que la vraie fin, pour le coup, c'est cerveau cosmique. En revanche, sur PS4, tu n'as pas un gimmick énorme du jeu de base qui est réservé du coup à la version DS, que je ne spoilerai pas ici. Non, ce serait dommage. Mais je pense que la façon la plus facile pour vous aujourd'hui d'y jouer, la plus confortable, c'est clairement la version PS4. Mais une fois que vous aurez fini le jeu, ou PC, mais une fois que vous aurez fini le jeu, prenez le temps de vous renseigner sur les spécificités de la version DS, parce que pour moi, il y a vraiment un rendez-vous du hardware qui n'était possible que sur ce hardware-là. Et ça n'enlève rien au jeu tel qu'on peut le consommer aujourd'hui sur les supports accessibles. Mais c'est important de savoir ça pour comprendre toute la démarche et même je trouve tout le génie émotionnel de l'entreprise, quoi. Donc voilà, c'est ma première incursion dans la trilogie Zero Escape. J'espère prendre autant de plaisir à faire les deux autres. Ce sera pas tout de suite, parce que le petit twist, c'est que 999 est aussi le 999e jeu de mon parcours de gamer. Et oui. Voilà. C'est marrant quand même. Hein. T'aimes bien les petits trucs comme ça, hein, les symboles et... Écoute, non, mais c'est juste que voilà, Biff, on était chez un ami commun, la personne de Lord Biff, l'autre jour, et on parlait de nos bibliothèques de jeux, et il y avait les Zero Escape, et je me suis dit, ah tiens, ils sont à 10 balles sur le PSN en ce moment, hop, chut. C'est parti. Et puis en plus, c'est parti, 999e jeu, 999, l'occasion était trop belle. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour le 1000e jeu, rendez-vous dans l'Entreterre. Est-ce que tu l'as, le jeu? Parce que moi, je peux te le prêter, hein. Elden Ring, je l'ai bien sûr. C'est les derniers deniers que j'ai donnés à Gamecult. Figure-toi. Ah oui, il y avait l'offre effectivement. C'est les derniers deniers que j'ai donnés à Gamecult avant de me désabonner pour les raisons que l'on sait. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, bonne découverte de ce monde torturé. Et puis le dilemme du prisonnier en jeu vidéo en fait, hein, 999. Si vous connaissez un peu la théorie des jeux, vous allez y retrouver pas mal de petites références. Et puis t'as plein de questions sur la métaphysique aussi que je trouve vraiment puissante. De ouf. Même si c'est la pseudo-science, ça emprunte à tous les courants sectaires, New Age, tout ça. C'est pas trop grave. À prendre avec des pincettes. Ça permet de raconter l'histoire. C'est ça. En fait. C'est vraiment un récit, c'est un cadre du récit, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est et si c'était vrai. Et le jeu part du principe que c'est vrai. Et nous poser des questions sur les interactions entre les idées, la matière, la volonté, les sentiments et tout. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. En fait, j'oserais presque dire, c'est un jeu Wachowski, en fait. Ah oui, en termes de réflexion un peu mind-blowing, on est voilà, dans ce registre-là, ouais. C'est Wachowski, mais qui malheureusement qui commet le péché originel de vouloir faire du Nolan. C'est-à-dire que le mec a écrit son jeu autour du twist. Ouais, à la base. Faire du Nolan, on est quand même plus dans le sensible, je trouve. On s'attache quand même au personnage, tu vois. Ouais, mais alors
c'est justement le souci que j'ai eu. Peut-être que j'ai fait le jeu trop vite aussi, hein, mais je trouve justement que dans la méthodologie, c'est-à-dire que le mec écrit vraiment son twist à la base et articule tout le reste du jeu autour. Il y a des moments où ça se voit en fait. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et où finalement il laisse pas suffisamment parler les situations pour elles-mêmes. Les puzzles étant des indices pour ce que le jeu raconte réellement. Et je me aperçois que je suis en train de faire un épisode sur le sujet et c'est pas le moment, donc on va peut-être arrêter là. En même temps, on a envie d'en parler quand on a fini ce jeu. Bah, il est prenant, Bah, il est prenant super de prenant. fou. Hein. Pareil. Si ça vous dit, dans les commentaires, si vous voulez qu'on fasse un épisode sur ce jeu. Ah, mais je serais super chaud d'y rejouer. J'avais préféré le deuxième, moi, perso, donc j'ai hâte que tu fasses le 2. Eh bah, je vais y aller à l'aveugle, hein, mais après, moi, c'est ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'il y a un personnage du premier qui figure parmi les artworks du deuxième. Et sachant ça soulève beaucoup de questions. C'est quand même le studio qui a fait les Danganronpa. Danganronpa 1, ouais. Danganronpa 2. Voilà. J'ai pas fait les Danganronpa aussi. Eh ben, franchement, il y a des trucs que tu retrouves évidemment. Il y a une filiation, en tout cas, qui est assez évidente entre les jeux, et aussi bien en termes de concept que dans la manière dont la trilogie se décompose. Du premier au deuxième et du deuxième au troisième, les renvois que les jeux se font entre eux. Enfin bref, c'est pas le sujet maintenant, on serait reparti pour 1 heure sinon. Écoutez, on peut repartir pour des heures et des heures sur le Discord si vous voulez. Et ben voilà, c'est une très bonne manière de conclure. Voilà. Rejoignez-nous pour discuter du Magnifique et aussi éventuellement de nos recommandations 999, Ghost Trick et éventuellement aussi le film dont tu parlais, Le corps de mon ennemi. Et de plein d'autres choses, puisqu'il y a plein de salons magnifiques où vous pourrez donc échanger sur plein de sujets très cool. Et je crois que ça conclut notre épisode, non ? Exactement. Et ben magnifique, n'est-ce pas ? Magnifique. Merci. Magnifique, on se retrouve le mois prochain ? Eh ben carrément, on se retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir écoutés, et puis à très vite. Des bisous. Ciao ! Bisous.